retour sur les réacs entre guillemets sur Star Butterfly, puisque c'est pour la grande majorité de ces vidéos pas vraiment une réaction à chaud, où on va enfin s'attaquer à la fin, grand finale de cette série. Ça a été un peu galère, je vous cache pas. Pas particulièrement parce que c'était mauvais, je vais revenir là-dessus, mais parce que, je sais pas, le serveur sur lequel je lis des vidéos devient de plus en plus encombré, où il y a plus de problèmes et donc ça va beaucoup plus lentement. Chaque fois que je vais regarder un épisode, ça mettait des plombes. Pour l'épisode final 21, j'espère que ça tiendra. Mais voilà quoi, plus ça allait, plus c'était compliqué. J'ai pris quelques petites notes rapides parce que c'est clair et net que j'ai pas me souvenir d'absolument tout ce que j'ai regardé dans ces 20 épisodes. Et avant de commencer dans le détail en voyant en revue chaque épisode de façon beaucoup plus concise que d'habitude, oui, je vais pas passer un quart d'heure sur chacun des 20, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, quand même, faut pas exagérer. Cela dit, je vais quand même les voir un par un malgré tout. Et avant de m'y jeter, donc, je vais rapidement donner mon impression sur cette saison. Pour l'instant, c'est la plus satisfaisante du lot. Ce qui n'est pas un énorme exploit. Parce que je trouve pas les 3 premières saisons énormément satisfaisantes. Techniquement, si je devais faire un rapport d'intérêt que j'ai eu, je dirais que la première saison est la plus intéressante par rapport aux saisons 2 et 3. De pas grand chose. Je sais pas, parce que la saison 1, ça promet des trucs, plus que ça vous dégoûte des trucs que ça promet. Alors que les saisons 2 et 3, c'est à fond ça, quoi. En tout cas, ouais, cette saison 4 part d'un concept qui me plaît bien. Vraiment, d'une nouvelle approche qui me plaît bien, qui développe pas mal une partie des personnages, pas tous, et qui amène vraiment un développement, une évolution du personnage de Star vraiment palpable. Ce coup-ci, là où ça a essayé de le faire un peu légèrement dans la saison 2 et dans la saison 3, et où ça se ressentait à peine. Cette évolution du personnage qui apprend à être plus mature, qui apprend à devoir gérer ses responsabilités avec tout ce qui se passe, etc. Je ne l'ai pas ressenti énormément dans les saisons 2 et 3. On le dit qu'elle le fait. À quelques moments, on montre qu'elle essaye de le faire, mais globalement, c'est la même Star, frivole que d'habitude, et j'ai vraiment eu du mal avec le personnage. Là, il y a pas mal de moments où on sent qu'il y a ses responsabilités qu'elle a mis en place dans la saison précédente, qu'elle essaye vraiment de tenir, quoi. De défendre et vraiment, quoi. Elle est dedans. La succession, donc, d'Eclipsa au pouvoir est montrée avec des hauts et des bas, mais majoritairement des hauts, sur comment c'est perçu par la populace, sur cette espèce de clash entre deux peuples qui doivent apprendre à cohabiter, et ça se fait vraiment pas si bien que ça, ce qui est tout à fait compréhensible. Et voilà, il y a beaucoup de moments qui passent très bien comme ça, il y a des trucs qui vont trop vite, j'y viendrai. Il y a, en dehors de ça, quelques personnages qui se montrent un petit peu plus en avant que d'autres, et globalement c'est tout, quoi. C'est dans l'idée, dans le gros morceau de cette saison, on a véritablement ça qui est mis en place. Star qui commence à prendre de plus en plus ses responsabilités de façon plus satisfaisante qu'avant, et une problématique, un arc qui a moins de moments qui m'énervent. Il y a quelques moments qui m'énervent, mais un arc qui est illustré de façon très intéressante à plusieurs moments. Un peu gâché par quelques développements rapides, etc. Comme je dis, on va y venir et on s'y jette tout de suite. Je vais essayer de faire un code temporel pour chaque épisode, donc ça me fera pas mal de boulot en plus, ça. Et épisode 1, celui pour lequel j'ai les souvenirs les plus lointains. Et avant de commencer, j'aimerais toucher un petit mot sur l'intro, le générique, qui n'a pas bougé d'un cil. C'est exactement le même que dans la saison 3. Et c'est particulièrement dérangeant, je trouve, quand on voit qu'il y a eu un changement très énorme, très notable de statu quo. Et on a essayé de tenir un peu ça avec le passage de la saison 2 à la saison 3. Là, on n'a pas fait cet effort-là, qui aurait clairement mérité de se faire, quoi. On voit les mêmes ennemis avec Odieux / Météora âgé, avec Ludo qui a la baguette.
Ouais. Autant je pardonnais ça dans la saison 3 quand ils n'ont pas fait ce changement avec ce grand changement qui s'est opéré au fil de la série, durant la série au tout début, parce que voilà, quoi, ils n'avaient pas refaire entièrement un générique en pleine saison, quoi, après seulement 3 épisodes. Mais là, je trouve vraiment assez abusé que vous ayez pas fait ces changements-là. Surtout quand on voit, c'est pas le personnage de Mina aussi qui participe, quand on sait le rôle qu'elle aura dans cette saison 4, tu te dis, waouh, Mina combat avec eux. Alors déjà au passage qu'elle a jamais combattu avec eux lors de n'importe quelle crise avant. Ce qui, au passage, enlèvera un petit peu de poids, mais j'en parlerai si j'y pense ça par la suite. Et donc, ouais, quoi, la montrer, genre une alliée comme ça fait vachement bizarre et un peu bébête hein, quand on voit comment le personnage est traité. Il y a énormément de trucs qui vont pas, quoi, pour dépeindre l'atmosphère, l'ambiance de cette saison 4 avec ce générique qui est repris tel quel de la saison 3. Ça va tellement pas. Limite, le générique de la saison 1 colle mieux. Vraiment. À ce stade, ça colle mieux, quoi. Enfin bref, ouais, ça commence donc avec la situation qui est un peu posée. Il y a Eclipsa qui dirige maintenant, à partir du château, de l'ancien château des monstres qu'on a vu, en gardant son chéri cristallisé, en espérant un de ces quatre pouvoir le libérer parce qu'elle est amoureuse et elle assure que tout va bien. Je m'attendais tellement à ce qu'il y ait quelque chose de plus délicat que ça, de plus nuancé que ça dans cette situation, mais ouais, on montre que Clipsa est sympa, y a pas de problème. En fait, quoi, cette espèce de truc un petit peu sinistre, parce qu'on crée vraiment quelque chose d'un petit peu sinueux, d'un peu douteux à la fin, lorsque on montrait qu'elle faisait ressurgir son mari, et lorsque Marco demandait est-ce qu'on a bien fait. Si tu te dis ouais, est-ce qu'ils vont se poser des questions, nos personnages, suivre cette nouvelle direction plus lentement, bah non, ils embrassent totalement ça, ils sont totalement derrière, ça ne dérange pas. À ce moment-là, ça servait à quoi de nous servir cette espèce d'ambiance de doute de fin pour pas du tout partir là-dessus. À part pour le cliffhanger putassier. Allez voir la saison 4, s'il vous plaît. Il y a des trucs à voir. C'est pas ça qui va poser problème, pas du tout. En tout cas, voilà. Durant cette période-là, il y a vraiment une acclimatation qui se fait. Les monstres le vivent bien et les humains moins. C'est clair et net parce qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. J'aurai l'occasion d'en parler. En tout cas, alors qu'ils sont partants pour ça, on va surtout suivre Star, Marco et son père. Le père de Star, à la recherche de Moon, qui a donc disparu, hein, ils ne savent pas où il se trouve. Et au passage, oui, il y a Marco qui l'aide, et il y a Tom qui essaye pas de l'aider, il a d'autres choses à faire, je sais pas quoi. C'est un truc, je vais revenir là-dessus, parce que s'il y a bien une partie qui me gêne, ça va être autour de ça dans cette saison 4. Et on va donc suivre des tonnes de péripéties où ils essaieront à divers endroits. Si pour la troisième fois, ils vont dans un certain cachot. Mais il y a des coins qu'ils ont quand même pas fouillés. Ils n'ont pas de sort pour pister la mère de Star, Moon. Ils n'ont pas de sort pour ça. Alors que on a montré que Star avait cette espèce de sort pour pister, ils l'ont pas. Ils y vont en bateau, on fera tout un délire là-dessus. Et je me dis, ça sert à quoi, merde? Elle peut se téléporter où elle veut avec ses portails maintenant, Star! Pourquoi vous vous emmerdez avec ça? Je comprends vraiment pas son délire, quoi. Mais bon, excusez-moi, je pars sur des tonnes de détails là si c'est ça, on n'est pas rendu. Mais c'est juste pour dire qu'il y a encore ça. Il y a encore ces délires de merde où nos personnages doivent être stupides ou doivent forcer des espèces de situations comico-burlesques pourries qui sont gavantes. Il y a toujours ça, elles sont moins présentes, elles sont un peu moins envahissantes que dans les saisons précédentes, mais elles sont quand même présentes. Ça existe encore. Je pense que le pire dans les premiers épisodes, c'est tout le délire entre Marco et le singe, là. C'était censé être drôle, c'était de la merde. Enfin bon. Globalement, on a donc notre star qui recherche sa mère et qui, pour l'instant, va tomber sur des tas de fausses pistes. C'est ça l'épisode 1. Et l'épisode 2, ça va poursuivre un petit peu la chose. C'est juste histoire de dire, on met suspense, ça prend du temps pour la trouver. Et pour ce que ça représente, je trouve que vous prenez trop de temps là-dessus. Enfin bon, si ça peut nous éviter un épisode de remplissage pourri où nos personnages vivent une aventure ultra loufoque, dégueu mon cul, c'est pas plus mal. Alors donc, dans le suivant, ils finissent par trouver une autre piste
où pourrait se trouver sa mère. Ils se rendent donc à une espèce de village à la noix où les gens sont des tonnes de voleurs, etc. Où, une fois de plus, c'est traité à la blague et pas vraiment un tant soit peu au sérieux. Et au bout du compte, ils finiront par trouver la trace de Moon, et qui est amnésique, évidemment. C'est pour ça qu'elle les a pas rejoints juste après. Et ouais, quoi, il va y avoir une espèce de conflit avec les gens qui se servent un petit peu d'elle pour faire ces super tartes méga bonnes, histoire de faire du suspense. C'est pas mauvais, c'est un petit peu passable sans plus, ça. On a une espèce d'encart rapide qui nous raconte un peu les origines de cette famille, parce que bon, au bout du compte, Star et Moon sont pas vraiment de la royauté. Hein, on explique ce genre de conneries aussi, parce qu'on m'a expliqué ça en commentaire. Tu sais que si pour avoir des pouvoirs, etc. magiques, c'est pas juste être la royauté, il faut juste avoir touché la baguette, au bout du compte. Ça veut dire que Marco devrait pouvoir faire des sorts comme il veut, ou alors il faut s'acclimater plus longtemps à cette baguette. Règle mon cul, quoi, hein, comme tu veux. Mais bon, voilà, après un moment plutôt joli, où elle finira par lui titiller la mémoire avec une chanson douce de son enfance, elle finira par partir de leur côté, et pour une raison qui m'échappe, on fait durer un tout petit peu le passage où elle récupère la mémoire. Ça se fait par bribes, ce qui sert pas à grand chose. Parce que voilà, dans l'épisode suivant, l'épisode 3, qui sera en deux parties, parce que oui, faut pas croire, hein, la majorité des épisodes restent en deux parties, hein. Et elle récupérera sa mémoire petit à petit, mais ça changera pas grand chose, quoi. On la verra juste découvrir le nouveau château, histoire de bien poser la situation. Voilà, Météora est en charge, elle fait certains trucs. Elle est très, très compréhensive, Moon, mais après avoir fait un petit peu le tour, après avoir donc retrouvé tout le monde, elle finira par partir avec son chéri du coin, parce qu'elle peut pas vivre ici. Il y a quand même une rancœur, une rancune envers Eclipsa qu'elle peut pas laisser filer comme ça. C'est pas mal dans le genre, ça fait passer le truc. Il n'y avait pas vraiment besoin qu'elle récupère sa mémoire petit à petit à ce moment-là, quoi. Elle pourrait directement avoir sa mémoire et ce serait pareil. Et mais bon, elle respecte la décision de Star en disant voilà, t'as pris ta décision, tu t'y tiens, je suis fier de toi, vas-y, continue. Alors, petit tankard pour parler rapidement de River, qui est imbuvable dans cette saison 4. Enfin, il y a un problème assez notable avec pas mal de personnages qui n'arrêtent pas de régresser dans la simplicité de leur mentalité. C'en est affligeant, je trouve, hein. Et River, c'est le pire, il est stupide, c'est un pitre, il veut pas se laver tant qu'il a pas trouvé sa chérie, donc il pue la mort, tout ça. Ce genre de délire stupide, pour bien qu'il soit une nuisance en fait, et c'est censé être drôle. Mais voilà, c'est que ça, River, durant 98% du temps, il est quasiment jamais utile, à part un tout petit moment à la toute fin. Hein, mais sinon, ça sert à rien, quoi. C'est pour en faire ça, alors qu'il était beaucoup plus intéressant au début, sans être extraordinaire. Les premières apparitions de River dans la saison 1, il y avait quelque chose, quoi. C'était pas juste un gros bouffon qui guerre, combat, c'était un peu plus que ça. Je peux tellement plus supporter ce con, quoi. C'est le pire perso, je crois, de cette saison 4 à observer. Enfin bref, dans le second segment de cet épisode 3, va y avoir toute une dispute entre Rhombulus et Eclipsa, qui aura fait venir ce type pour libérer son chéri, mais après un peu de conflit un peu forcé, où on fait un peu s'étirer la chose, Eclipsa finira par comprendre le sens de la patience, et que c'est pas en forçant les gens qu'elle les fera accepter la nouvelle situation. Donc voilà, après ce qui se passe, Eclipsa essaye de trop forcer la main à Rhombulus avec une espèce de sort d'échange de corps sur le coup. Elle finit par la convaincre, Star, de ne pas faire ça. Le propos est très bien en soi, ça appuie vraiment le fait que Star veut faire les choses de la manière la plus juste en épaulant vraiment sa décision jusqu'au bout. Et ça passe nickel. Le remplissage à côté où il faut que Marco et quelques autres subissent le contre-coup de cette espèce de lutte, etc., histoire de tenir les 10 minutes. Ça, j'aurais pu m'en passer. Mais bon, hein,
tenu de tenir une durée malheureusement. L'épisode 4 commence avec un segment sur une aventure de Marco adulte. Et c'est cool de rappeler que ça existe de temps en temps, histoire de dire il y aura un autre épisode comme ça par la suite. Mais honnêtement, je trouve ça tellement plat et sans intérêt. L'aventure en elle-même, elle se regarde, elle est correcte. Mais voilà, ça dit juste, ah, j'ai fait un truc lorsque j'étais dans cette dimension où j'ai vieilli beaucoup plus vite. Faut que j'y retourne pour corriger ça. Et ben, j'y retourne. Une petite aventure, un petit combat. On part sur une espèce de délire à la fin. Ah, il faut que je reste un peu plus pour réparer une erreur, mais je reviendrai. Pour Star, ça dure à peine 5 secondes, donc voilà. C'est histoire de dire que ça existe, et c'est un problème que j'ai avec ça, quoi. Maintenant, on nous rappelle que c'est effectif ce truc-là, mais juste d'un point de vue situationnel, pas d'un point de vue particulièrement psychologique, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que voilà, Marco a vécu cette aventure où il a grandi dans une autre dimension, on fait avec, ça change absolument rien du quotidien par rapport à ce qu'il était avant et sa relation, etc. Mais de temps en temps, on dit, ouais, bah, il a cette expérience-là. On appuie un peu ça. Il va y avoir un autre épisode de ce genre-là qui est vraiment une grande occasion manquée, je trouve. Donc ouais, c'est frustrant dans le sens où il y avait tellement moyen de faire beaucoup plus que ça. Après, le segment suivant, c'est sur Tom et Star, où Star passe un moment chez Tom et sa famille, qui sont des tonnes de gimmicks, de petits délires à la con, sans intérêt. Ouais, hein, on joue un petit peu sur le grand-père ou l'arrière-grand-père de Tom à un moment donné. Ça sert à rien, c'est juste pour faire un espèce d'excentrique en plus. Pas super drôle. Et ouais, au début, j'ai pas détesté cet épisode. Ouais, ça appuie un petit peu la relation entre Tom et Star. Le fait que Tom soit assez compréhensif, parce que voilà, un truc quand même, et sur lequel on n'avait pas du tout joué avant, c'est le fait que Tom est au courant que Star et Marco se sont embrassés. Et donc, ouais, le mec essaye de pas faire de vagues par rapport à ça, mais il y a quand même un petit peu cette rancœur par rapport à ce qui s'est passé, c'est logique. Et donc, on va voir un petit peu comment il le vit, surtout par rapport à sa confidente, sa mère, qui a du mal à contrôler ses émotions et qui les force un petit peu à être ensemble parce qu'elle contrôle le climat, etc. du coin. C'est intéressant d'appuyer ça. Il y a même un moment que j'ai trouvé assez mignon qui me laissait vaguement, vainement espérer un développement qui aurait été très intéressant. Sur le fait que Tom lui dit, voilà, si moi j'avais embrassé Marco, comment tu l'aurais pris? Il nous dit très sérieusement, comme si c'était quelque chose d'envisageable, et ça en est tombé au stade où vraiment, quoi, avec ce qu'on montre sur la relation entre ces trois lorsqu'ils sont ensemble, lorsque c'est Marco ou Tom, ou lorsque vraiment tous ces trois-là, il y a quelque chose d'assez sincère, vraiment. Et ce qui fait que, je vous cache pas, j'aurais pas été contre que la série parte sur le fait qu'ils sortent ensemble à trois. Vraiment, ménage à trois, total, totalement consentant. Genre voilà, on sort tous les trois ensemble, relation limite bisexuelle. Et j'aurais dit, vous savez quoi? Ça me convient très bien. Voilà, ça aurait été progressiste de faire ça. Je pense malheureusement que Disney n'aurait jamais osé. Et oui, vu la façon dont on montre les relations entre Tom, Marco, etc., cette espèce de respect qu'il y a depuis pas mal d'épisodes, je vous jure que ça aurait été beaucoup moins tiré par les cheveux. Ça va tomber comme un cheveu sur la soupe que comme dans Sense8. Par exemple, Sense8, le final où il y a un personnage qui décide de partir en mode bigame, tout d'un coup, comme ça fait un petit peu waouh, truc en plus qu'on vous rajoute comme ça. Là, si c'était parti sur ça, j'aurais dit, vous savez quoi? Vous avez suffisamment mis de trucs en place pour que ce soit crédible et satisfaisant. Bon, ça va partir sur autre chose, malheureusement. Parce que voilà, c'est ça qui va me faire beaucoup moins aimer cet épisode, au bout du compte. Le fait que cette espèce de relation entre Tom et Star où ils essayent de se comprendre un petit peu, etc., où il y a vraiment cette espèce de moment où ils se pardonnent, où Star est prête à faire pas mal de choses pour lui, ça veut rien dire. Il y a pas mal d'épisodes comme ça, on essaye d'appuyer les couples hors Starco qui veulent rien dire quand on sait vers où ça va partir, quoi. Et ouais, ça leur enlève beaucoup de poids et de portée quand on sait qu'on perd notre temps. Je vais en parler dans pas très longtemps de ça. Bref, l'épisode 5
nous avons une tentative d'assassinat sur Eclipsa qui est pas mal en soi. Enfin, sachant que c'est pas totalement une tentative d'assassinat, c'est de pétrification. Il y a un fruit qui pétrifie. Il y a Star et Marco qui vont enquêter via quelques conneries aussi qui seront pas très intelligentes. Mais globalement, ça appuie quelque chose de très sympathique, le fait que, bah oui, les humains, les humains sont vraiment pas confiants de la reine sur le coup, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui veulent s'en débarrasser. On appuie ça de façon grossière une fois de plus parce qu'apparemment tous les humains ont acheté de quoi pétrifier quelqu'un. Ça en devient ridicule. Mais j'apprécie beaucoup de choses dans cet épisode, comme le fait que ouais, les gens ont vraiment cette peur, n'osent vraiment pas accepter cette reine parce qu'elle chamboule leur vie et qui sont prêts à tout. J'ai apprécié le fait, sur le coup, parce que une fois de plus, ce sera des faits par la suite, qu'on ne donne même pas de réponse à qui a tenté d'empoisonner Eclipsa. On ne sait pas. Ça pourrait être n'importe lequel de ces gens, parce que là, c'est juste pour appuyer qu'il y a des doutes sur elle et les gens lui font vraiment pas confiance à ce stade-là. C'était très bon. Malheureusement, on va donner une réponse et je trouve ça dommage. Voilà, c'était beaucoup plus fort sans réponse, ça. Et ouais, si on nommait donc les conneries une fois de plus, l'idée est très bonne, appuie très bien l'état d'esprit du moment. Et ce moment où Eclipsa est prêt à laisser partir tout le monde sans lancer de charge, etc., ça montre qu'elle essaye de s'acclimater au truc sans être trop véhémente, même avec les gens qui le sont envers elle. C'est très bon ça. Après, nous avons l'épisode sur des Mewmans, donc qui se voient délogés parce qu'il y a des monstres qui reprennent leur chez eux. À nouveau, excusez-moi d'insister sur ça, mais il y a énormément de mises en scène qui sont grotesques là-dedans. Pour ça, et ça va pas mal baisser l'appréciation parce que voilà le topo. C'est cette famille de Newman décide de migrer ailleurs hein, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils finiront par tomber sur l'endroit, la yourte que se sont construits River et Moon. Et ils vont donc faire les envahisseurs dans des mises en scène ridicules, forcées, grossières, etc. Pour montrer qu'à la fin, Moon en a un petit peu marre et veut un petit peu les empêcher d'approcher, mais se rend compte au bout du compte qu'ils sont totalement désemparés et qu'ils ne savent pas se débrouiller sans elle. Ils ont besoin de quelqu'un pour les diriger un petit peu. Et donc, avec cette espèce euh, de transition, il y a Moon qui devient une espèce de pseudo-reine, une nouvelle reine pour les gens qui ont été un petit peu délaissés par ce système, qui veut remettre les monstres en place de façon totalement légitime, mais par rapport à ça, il y a les nouveaux Mewmans, les Mewmans des générations futures qui ne sont pas responsables directement de cette délocalisation, qui en pâtissent. Et voilà, il y a ce concept très bon, à nouveau dans le récit qui me parle très bien, qui est bien rendu, et le fait que Moon se sente un petit peu obligé, touché par ces gens qui ont vraiment besoin qu'on s'occupe d'eux, c'est très bon. D'autant plus qu'après, il va y avoir d'autres gens qui viendront et ils organiseront une petite société autour d'elle où tout le monde essaiera de se débrouiller un petit peu, mais il y aura toujours de façon un petit peu tacite les gens qui se reposeront sur elle. On jouera un petit peu là-dessus par la suite. C'était bien fait. Ce demi-épisode était bien fait. Vient l'épisode 6 qui démarrait pas super. Le premier segment, les 8 premières minutes, c'est Ponyhead Show. C'est le titre de l'épisode, me semble-t-il. Et ouais, bah, c'est Ponyhead qui fait son show, qui fait une émission sur les antennes, et tout le monde avec son espèce de... Ah, apparemment, tout le monde a une espèce de portable de Muni maintenant. Je n'avais pas souvenir que c'était particulièrement appuyé, mais tout le monde a ça. Euh, Tout le monde est obligé de voir ça parce qu'elle a hacké leur système. Et ouais, le but en fait c'est de faire une émission pour mettre en avant Eclipsa et la faire mieux voir du peuple. Et durant les 8 premières minutes, c'est elle qui force le truc, les gens qui ça énerve et elle qui fait des tonnes et des tonnes de conneries. C'est chiant, hein, regardez-moi, je suis trop super, tout ça, tout ça. Je suis tellement plus à blairer celle-là. Donc, ouais, ça démarre pas super bien. Ce que ça amène à la fin, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, ça rattrape pas tout à fait l'épisode, mais ça le rend impertinent à un certain degré, puisque ça appuie que lorsque Eclipsa se montre dans l'émission pour faire son numéro, essayer de faire parler son cœur, et ben ça marche pas.
Hein, les Mewmains l'ont en grippe et n'osent même pas l'écouter. Cela dit, il y a une personne Mewman qui veut bien l'écouter, et c'est un petit enfant qui a été touché par sa chanson. Voilà, c'est un truc, un petit thème qui sera appuyé davantage par la suite de la nouvelle génération qui doit vraiment s'ouvrir avec un œil plus neuf à cette nouvelle situation, c'est bien. Bon, après, si je dois faire des petites remarques, je trouve ça un peu bizarre que cette émission n'ait été captée que par des Mewmains, en fait. Est-ce qu'il y a aucun monstre qui suit ça? Ils n'ont pas accès à cette technologie, ceux-là? Oui, parce que oui, on montre qu'il n'y a que 5000 dislikes pour un like, donc le like c'est celui de la petite fille ou du petit garçon, je ne sais plus exactement à la fin, donc c'est un peu bizarre, ce détail-là con. Le segment suivant, j'ai beaucoup apprécié au début, mais une fois de plus, avec ce que j'apprends pour la suite, ça va être un petit peu moins bon. Où il y a Star qui, une fois de plus, essaye de prendre ses responsabilités en accueillant les derniers représentants des pouvoirs en place. Donc, il s'appelle Spider-Bite. Parce qu'en fait, ils vivent dans un coin infesté d'araignées, ils ont toujours des morsures d'araignées. C'est pour ça qu'ils s'appellent comme ça. On peut pas faire plus direct, hein, c'est très con hein, ce truc-là. Enfin bref. Au début c'est très intéressant parce que on croit, comme Star, que ces gens-là sont assez dédaigneux de ce qu'on a préparé pour eux parce qu'ils sont racistes envers les monstres. Voilà, oui, c'est des trucs préparés par les monstres, une galerie qui est faite dans le château des monstres, oui, c'est des racistes, ceux-là. Et puis en plus, elle est même pas là, Eclipsa pour les accueillir, elle a oublié. Ah, elle a du mal à prendre vraiment la mesure de ses responsabilités. On le voit à plusieurs moments. Ça aussi, c'est un truc sur lequel je vais essayer de revenir un petit peu. Donc voilà, ils sont assez énervés. Elle finit par gueuler un petit peu Star. Mais vous êtes raciste, bande d'enfoirés. Mais au bout du compte, c'est pas pour ça. Ils acceptent les monstres en fait, puisque leur fille sort avec un monstre. Hein, c'est un truc qu'on a mis en place avant dans la saison 3. Et au bout du compte, c'est pas du tout ça. Ce qui les énerve, ce qui les dérange vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont à la gloire de Globgar. Globgar qui a mangé des êtres humains avant. Alors c'est un truc qui a été un tout petit peu évoqué dans la saison 3, j'avoue que j'y ai pas énormément fait gaffe. Je m'attendais vraiment pas à ce que Globgar ait une importance à un moment donné. Donc ouais, à la fin de la saison 3, quand il est ressorti de terre, je me disais, mais comment ça se fait qu'il est là? C'était bizarre pour moi, pourquoi il était ici? Pourquoi Romulus l'a pas amené à son temple? Je comprends pas. Et elle l'a téléporté à partir de son temple, ce détail la con quoi. Donc voilà, ils sont énervés, pas parce que c'est des monstres, mais parce que c'est Globgar. Globgar qui a son passif assez lourd. Voilà, et ils ont du mal, il y a Eclipsa qui leur montre qu'il est toujours prisonnier du cristal et qu'il risque pas d'en sortir de sitôt. Voilà, il y a cette espèce de confortation qu'elle leur donne, en dépit du fait que Salamine de devoir répudier un petit peu son chéri qu'elle aime beaucoup. Et voilà, ça va m'amener à un certain problème dans quelques épisodes que j'aurai sur ce que ça signifie ça. C'est-à-dire que c'est pas juste question d'apprécier le monstre, c'est aussi question de sa relation avec son chéri. Alors qu'avant, pour moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Voilà, le fait qu'on lui en veuille à ce point d'être sorti avec un monstre, ouais mais si ce monstre a rien fait de mal, si c'était un chou comme elle le dit, comment ça se fait qu'on lui en veuille? Ben on lui en veut parce que ce monstre était un monstre qui a bouffé des gens avant. Voilà, mais bon, il est devenu végétarien maintenant. Je vais en parler de ce truc à un moment donné, parce que c'est un problème important, ce petit détail-là. Donc, voilà. Sur le coup, ça appuie que Eclipsa a quelque chose d'un peu louche, quand même. Elle a des désirs qui sont pas en adéquation avec le mieux pour le peuple, sur le coup. Et donc, elle a quelques doutes. Star, elle essaye pas de l'aider sur un projet qu'elle a sur le coup. C'est intéressant et on jouera très très peu là-dessus au bout du compte. Malheureusement. On réglera ça beaucoup trop facilement. J'y viendrai. Et au passage, Globgar, quoi. C'est juste, c'était un gros délire de merde avec Glossary dans la saison 3. Maintenant, ça devient un nom de personnage important qu'on est censé prendre au sérieux. Ça fait vraiment bizarre, quoi. Enfin bon, l'épisode 7. Putain de merde, oui, le premier segment, c'est le dernier morceau sur Quest Shop parce qu'on est obligé de se taper ce magasin de mes couilles à chaque fois. Mais apparemment, c'est super parce qu'il va fermer.
Et je suis content, hein, la première fois que quand j'ai entendu ça, bah, j'étais au même niveau que Marco qui disait ouais super cet endroit va enfin fermer après tous les horreurs que j'y ai subis. Mais il faut impérativement qu'il s'achète de nouveaux portefeuilles super bien gardés parce qu'il en a plus en stock, parce que Jenna arrête pas de lui piquer et donc c'est super grave, c'est complètement con. Ils ont quand même besoin d'y aller pour la dernière fois, le dernier jour et ça va être une espèce d'aventure qui aurait pu être vachement intéressante dans le concept. Puisque, vu que le magasin est bondé et qu'il y a énormément de ruptures de stock, ils peuvent pas avoir ce qu'ils veulent. Donc il y a Jenna, oui, elle les accompagne, qui décide de les faire se faufiler à l'intérieur des stocks. Et c'est un coin super magique où il apparaît n'importe quel objet dès lors que vous le désirez. C'est super fort et il y a un moment donné, on finit par révéler qu'énormément de gens sont restés bloqués ici en étant totalement subjugués par ce truc-là et ne sont pas parvenus à passer à autre chose. Et au bout du compte, Star et les autres disent oh c'est pas grave, on peut vivre sans. Ouais, en s'inventant des tonnes de conneries complètement aléatoires qui leur passent par la tête. Et il y a un moment donné, c'est Marco qui craque et pas les filles parce que voilà, il doit être le plus faible du groupe. Alors que, à nouveau, c'est quelqu'un qui a vécu à la dure pendant 30 ans dans une autre dimension, je rappelle. Mais là, non, hein, pour ce genre de conneries, c'est lui le plus faible. Excusez-moi, ce genre de truc qui m'énerve un petit peu. Pourquoi il fallait que ce soit lui? Pourquoi il fallait qu'il y ait quelqu'un qui craque à ce moment-là? C'était juste pour faire le gag. Bah non, on va pas tomber dans votre piège, au bout du compte, on part, c'est pas grave. C'est... Au bout du compte, c'est juste... Ça nous montre une base d'intrigue qui est vachement intéressante sur le concept pour nous dire non, c'est pas grave, en fait, c'est une blague, on va pas faire ça. Voilà, chaque épisode sur Quest Stop est à chier. Je crois que tous les épisodes où on mettait en avant Quest Stop, c'était de la merde. Vraiment. Ça ne fait pas défaut celui-là. Et je suis bien content que ce soit terminé cette merde. Hein. Quest Stop, c'est fini. Ensuite, on a un autre segment sur Kelly et Marco qui traînent ensemble dans le monde de Kelly. Où, on joue vaguement sur leur capacité capillaire de façon un peu rigolote, mais ça n'a absolument aucun sens à comment ça devrait fonctionner, et où tout le monde marche en tout en se battant. Voilà, hein, tu veux t'asseoir à ma place, tu veux qu'on se batte pour ça, quoi. C'est un peuple totalement débile et unidimensionnel sans intérêt, histoire d'appuyer le truc. Il n'y a que Kelly qui arrive à avoir un peu de bon sens là-dedans. Voilà, des tonnes de péripéties sans intérêt, chiantes autour d'un délire sans intérêt. Et la seule chose intéressante qui a un peu rehaussé le niveau et qui aurait suffi à rendre cet épisode, ce segment moyen, c'est le fait qu'à la fin, on appuie quand même que Kelly comme Tom ont ce problème avec cette relation un peu vénéneuse qui leur pend dessus, quoi, qu'ils ne peuvent pas avoir, l'une avec Tad et l'autre avec Star, et ils se retrouvent là-dedans, ils se disent tiens, est-ce que tu veux pas qu'on s'entraide pour oublier cette relation qui nous fait mal? C'est assez joli, et ce sera pas repris particulièrement par la suite. Donc ouais, ça n'a pas autant de force et de poids que ça devrait malheureusement. Ce qui nous amène à l'épisode 8. L'épisode 8, je pense que beaucoup de gens ont dû détester, et moi sur le coup, j'ai pas autant détesté. Mais en rétrospective, je ne supporte plus cet épisode. Voilà, je fais le résumé. Dans cet épisode 8, il y a Marco qui en est à un stade, je peux plus contenir mon amour pour Star, j'essaie mais j'y arrive pas, et donc il atteint le stade amoureux fou, ça devient une obsession qui n'était pas du tout montré à ce niveau-là dans les épisodes précédents, mais maintenant il en est au stade de l'obsession, ce qui fait qu'il est obligé d'adresser ça à Star et aussi Tom qui est juste à côté. À nouveau, hein, le mec super ouvert maintenant, il va dire ouais je pense plus qu'à toi, je suis obsédé par toi, et Tom finit par lui révéler qu'en fin de compte ses sentiments, eh ben c'est une malédiction. La lune rouge en fait, le truc qu'on a mis en place depuis la saison 1, ben c'est juste une malédiction qui force de gens à s'aimer. Voilà, vous êtes pris là-dedans, vous aimez. Et donc, un truc qui m'énerve pas mal déjà, c'est que, en gros, Tom, dans cette saison 1, au bout du compte, ce que vous dites là, c'est qu'il voulait vraiment faire en sorte que Star se force à l'aimer via une malédiction. Voilà, c'est ce qu'il voulait.
Donc, ouais, ça casse le personnage, parce que je m'attendais vraiment pas, je pensais vraiment pas qu'il tombait aussi bas. Je pensais que cette lune rouge, ça pouvait signifier des trucs un petit peu plus un peu plus subtil que vous tombez amoureux, vous pouvez penser qu'à l'un et l'autre. Alors que, une fois de plus, c'est pas du tout ça. Vraiment, c'est comme ça qu'il le présente. Quand vous êtes pris dans la malédiction de la lune rouge, et ben vous êtes obsédés l'un par l'autre. Tout ce que fait l'autre, vous trouvez ça génial, ça vous fait saliver, vous êtes amoureux, fou, etc. Ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont jamais été à ce stade-là, ils ont à plusieurs moments vécu leurs aventures sans être follement attirés par chaque truc que faisait l'autre, contrairement à ce que montre cet épisode. Donc déjà c'est pas super raccord le truc, et le délire avec cet épisode c'est juste de défaire cette malédiction. Voilà, il va y avoir quelques petites complications, des petits délires à la con, et au bout d'un moment, ils finiront par tomber sur un truc qui leur permet de défaire ça, et ils le défont. Je vous fais ça super rapidement, une fois de plus, parce qu'il y a plus que ça, mais voilà, c'est ça. Hum, Terminé. Et à la fin, il y a Marco qui dit, ouais, au bout du compte, oui, je te vois comme ma meilleure amie, mais je suis plus fou amoureux de toi. Ça a l'air d'être sincère, la façon dont il le présente, au passage, je tiens à le dire. Et on verra plus tard que ça signifie rien. Alors déjà, le fait de résumer cette lune rouge à une malédiction qui vous force à vous aimer, c'est super facile et grossier. Mais en plus de ça, on sent que vous ne l'avez pas du tout amené, que vous n'y avez pas réfléchi. Vous cassez ça comme ça en disant voilà, bah maintenant la relation Marco-Star, ça veut plus rien dire. Maintenant, ils sont juste super amis et nos relations amoureuses peuvent continuer. J'ai pas détesté l'idée. Ce que ça voulait dire par rapport aux épisodes précédents et tout, c'était super, c'était un peu dérangeant, mais l'idée me déplaisait pas dans l'absolu parce que voilà, on allait enfin partir sur des relations, des bases amoureuses plus saines où Marco sortira avec Kelly et pas Jackie sans avoir vraiment sans considérer ça comme une béquille, quoi. Ouais, genre la fille qui est là, qui va m'aider à aller mieux, donc c'est mieux respecter le personnage. Et la relation entre Tom et Star, allait plus être cette espèce de tac au tac où des fois je suis jaloux, des fois je prends bien. Ça allait être plus sain en fin de compte. Voilà, et le fait que Star et Marco ne soient pas amoureux, ne finissent pas ensemble, ça m'a jamais dérangé. J'ai jamais particulièrement trouvé que c'était super intéressant de les traiter en tant que couple. On peut avoir deux personnages centraux d'une œuvre de sexe différents qui sont pas amoureux, merde. Vraiment. Donc ouais, que ça gomme ça et que ça parte vers quelque chose des bases plus saines, j'étais partant, vraiment. Mais bon, il y a eu la suite. Parce que on découvrira plus tard que, au bout du compte, Marco est toujours amoureux de Star et que ça voulait rien dire. Et de toute façon, on continuera cette lancée-là de triangle, carré amoureux, mon cul. Bon, sachant que je dis ça, mais ouais, quoi, il va y avoir un petit moment rapide entre Marco et Kelly dans un épisode plus loin, et après, on n'en a plus rien à foutre, on les voit plus ensemble, donc c'est plus une relation, on s'en branle. Et Tom et Star, au bout du compte, en tant que couple, on les voit pas plus que ça par la suite, à part pour le grand moment de la rupture, j'en parlerai ça. Donc, ouais, quoi, ce que ça amène, ça veut rien dire en fait. Et tout ce délire de la lune rouge, de sang, pardon, au bout du compte, on aurait pu totalement zapper ça, dire que ça n'a jamais existé, virer cet épisode, et ça aurait été exactement pareil. La résolution de fin aurait été exactement pareille. C'est naze. Vous saviez pas du tout ce que ça voulait dire, comment gérer ça au début. Vous avez fait au fur et à mesure, vous avez donné une conclusion qui, au bout du compte, n'a aucune signification, aucun poids par rapport à la suite. C'était de la merde. Cette lune rouge, c'était de la merde. J'avais beaucoup apprécié cet épisode-là, la première fois, ce segment-là dans la saison 1. Ça signifie plus que dalle. Merci, allez vous faire foutre. Donc voilà, cet épisode est à chier. Ensuite, nous avons l'épisode 9, qui est la conclusion de Ludo, semble-t-il. Enfin, à moins qu'il apparaisse dans l'épisode 21. Mais ouais, c'est histoire de dire, au bout du compte, qu'on a de la peine pour lui et qu'on lui donne une bonne fin. Une fin paisible. Donc ouais, ça commence sur un autre concept qui aurait pu être super intéressant,
où Ludo se rend dans une espèce d'autre dimension bizarro, truc muche, où il y a d'autres stars, d'autres Marco, etc., des, des trucs un peu différents, mais le même genre de scénario, et il essaye de piquer un truc qui correspond à une baguette. C'est une obsession qu'il conserve, mais au bout du compte, c'est juste un délire de début, et l'important serait juste d'être son frère Denis, qui lui parlera qu'il a racheté le vieux château en ruine qui a été détruit pour le reconstruire et pour rebâtir quelque chose en engageant ces anciens hommes de main qu'on a vus dans la saison 1. Je croyais que la plupart d'entre eux étaient morts dans l'explosion de fin de saison 1, mais apparemment non. Donc, il y a Denis qui est étonné après coup que Ludo ait des envies de reconquête, de repiquer le bâton de star après ça. Mec, tu le mets face à exactement ce qu'il vivait avant, où il avait ça. Tu t'attendais à quoi, débile? Mais au bout du compte, il y a une espèce d'histoire à la con, d'entrepreneur, le mec qui lui a vendu ça, qui était un arnaqueur, et donc après avoir vu ça, Ludo comprend super rapidement ce qui est vraiment important, se montre machiavélique non pas pour piquer la baguette de Star, mais pour reprendre le château et renouer un lien avec son frangin, et tous ces autres frangins qui sont revenus, les parents ils ont été évincés, on n'en a plus rien à foutre d'eux, voilà, merci, fin du personnage, conclusion happy end. Waouh, heureusement que vous avez fait ça, hein. C'est clair et net que si on l'avait juste laissé dans son coin perdu dans l'espace, ou si on l'avait juste capturé ou emprisonné après l'épisode 4, ça aurait pas du tout été pareil. Heureusement que vous avez donné cette fin heureuse au personnage, hein, ça le complète tellement bien. C'était chiant et sans intérêt, donc après nous avons la poursuite de la petite communauté que Moon s'est créée, où honnêtement je me souviens plus trop des détails, je vous cache pas, à part de la fin, et bon, au bout du compte, elle est prise dans les responsabilités qu'on veut lui donner. Des tonnes de gens lui demandent encore des tas de trucs, hein, et donc ça commence un petit peu à l'irriter, et en allant je sais plus où, faire je sais plus quoi, elle finit par entendre parler d'une légende de fantôme, il me semble que c'est ça, et au bout du compte c'est Mina qui est cloîtrée dans l'ancien château, qui est rattaché totalement aux vieilles valeurs, où c'est les mi-humains pour les mi-humains, les monstres à dehors, ce genre de truc. On dévoile aussi que c'est Mina qui a empoisonné, qui a essayé d'empoisonner Eclipsa. Donc ouais, quoi, ce qui était assez fort dans le sens où n'importe qui voudrait s'en prendre à Eclipsa, ben, au bout du compte, c'était elle. Et ouais, quoi, ça montre qu'elle peut vraiment pas se décrocher du passé, et que ouais, les monstres ils doivent se barrer, etc. C'est juste pour montrer un cas radical d'extrémiste qui veut à tout prix le bon vieux pays sans ces saletés de noirs, etc. C'est clairement ça le parallèle qu'on veut faire. Donc ouais, c'est histoire d'appuyer le personnage qui n'a aucune complexité au bout du compte. Et c'est ça le truc. J'aurais peut-être pu ressentir quelque chose, une espèce de sentiment conflictuel légèrement, si le personnage avait été utile à quoi que ce soit avant. Mais il sert à rien, il a toujours été problématique, il a toujours fait chier le personnage. Il a jamais essayé d'aider lorsque Muni était pris d'assaut, que ce soit par Météora, par Ludo et compagnie, ou même avant, quoi, dans d'autres circonstances où il aurait pu aider, il a toujours été dans son coin, et lorsqu'il a pas resté, c'était pour faire chier le monde. Et là, ça va être pareil, il va faire chier le monde avec ses vieilles mentalités d'une autre époque. C'est ça, elle représente ça, les vieilles mentalités de notre époque, seulement elle est super puissante, donc elle va poser un problème. Et au début, dans cet épisode-là, c'est pas comme si c'était appuyé, comme si elle allait devenir la grande menace, mais on verra plus tard qu'elle deviendra la grande menace. Après, nous avons l'épisode 10, et je pense, dans l'absolu, mon demi-épisode préféré de cette saison pour l'instant, où Krapotoro revient enfin sur Muni après que les monstres aient été plus acceptés, où Star a un peu insisté pour qu'il revienne avec ses enfants, pour
qu'il constate de cette nouvelle entente qui est mise en place. Seulement voilà, ça va pas être si simple parce que les humains et les monstres ont beaucoup de mal à s'entendre. Et donc l'événement, ça va être une compétition de sport sans intérêt avec des règles à la con. C'est ridicule pour le cas, qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intelligent que ça, mais bon, c'est un détail ça. Et ouais, on montre que ouais, il y a cette animosité qui peut pas se défaire et que ouais, les humains se mettent ensemble, les monstres se mettent ensemble, c'est difficile de faire accepter ça. Seulement, il y a la nouvelle génération qui est prête à totalement passer outre ça parce qu'ils sont encore naïfs, encore innocents. Et donc, ouais, lorsque les enfants humains et monstres s'ennuient un petit peu de ce match qui ne vient jamais, ils décident de s'amuser entre eux sans faire la moindre discrimination en jouant en équipe mixte, etc., d'un autre côté du terrain. Et c'est ça qui redonne un petit peu espoir à Crapotoro, que les choses peuvent changer et qu'il peut rester dans le coin. Les humains et les monstres commencent un tout petit peu mieux à s'entendre, mais c'est pas aussi simple que ça demande du temps. Il y a un début de quelque chose qui s'instaure, qui est pas mal. C'est bien fichu, quoi. Ça montre qu'il y a beaucoup d'étapes à faire et que le changement se fait vraiment à travers les nouvelles générations. C'est vraiment avec ça qu'on s'en rend compte. Ça l'appuie très bien. Le meilleur demi-épisode, le meilleur épisode de la série, enfin de la saison pour l'instant pour moi. Après, nous avons une perte de temps abyssale où voilà, Météora reste seule puisque Eclipsa doit se rendre à un congrès ou un truc comme ça. Et donc elle fait appel à Janna pour la babysitter. Je n'ai pas trop parlé de Janna, j'en parlerai quand ça viendra. Parce que j'ai une petite diatribe à faire sur elle. Donc, ouais, elle confie son enfant à Janna, l'enfant le plus je m'en foutiste du monde. Et ouais, elle fait pas gaffe lorsqu'elle disparaît, lorsqu'elle manque de tomber de son landau, etc. Elle s'en fout. Donc, ouais, il y aura une espèce de road trip entre Glossaric et Météora. C'est le seul épisode jusqu'à présent où Glossaric est vraiment mis au centre. C'est pas pour me déplaire qu'il n'apparaisse pas très souvent celui-là, où il va juste la faire aller d'un coin à l'autre dans le temps, parce que le voyage dans le temps existe, mais vraiment carrément. Ah là, il va se rendre sur la dimension temporelle, et à travers cette dimension temporelle, il peut se rendre à différentes périodes du temps, à différents endroits, comme ça. Tardis mon cul, quoi, qu'on balance de ce genre-là. On nous balance des tonnes de trucs, des règles à la con qui n'ont aucun sens dès lors qu'on essaye d'y réfléchir, mais je commence à en avoir ras le cul d'essayer de réfléchir à ça, de pointer les fautes, puisqu'apparemment les gens en ont rien à branler. Mais vraiment rien à branler, quoi. Le voyage dans le temps, c'est magique, ça, on peut faire tout ce qu'on veut autour de ça, apparemment. Donc, rien à foutre, quoi. Ça n'a absolument aucun sens, la façon dont c'est lui qui est à l'origine des trucs qui se mettent en place dans l'histoire de Muni, par exemple. Si c'était le cas, il y aurait vraiment un gros paradoxe qui se mettrait en place, des tonnes de conneries comme ça. C'est des références à la con qui servent à rien. Et le truc, c'est juste pour faire une espèce d'éducation à Météora, qui doit apprendre un petit peu plus à je sais pas, se contrôler, faire des trucs. Je sais pas. Je sais absolument pas ce qu'il veut exactement lui enseigner, quoi. Et elle apprend juste à faire un peu plus de sorts, quoi. On voit rapidement Toffee, histoire de faire une référence au gars, mais il est ridiculisé pour pas grand chose. C'était chiant. C'était chiant et inutile. Et pourquoi passer du temps là-dessus? Est-ce que ça servira à quelque chose qu'il a enseigné à Météora? Est-ce que dans l'épisode 21, il y aura quelque chose de super puissant autour de ça? Je me pose la question, mais je crois pas. Je crois pas du tout. Hein. Donc voilà, une perte de temps sans intérêt. L'épisode 11, là aussi c'est une énorme perte de temps sans intérêt sur la grande majorité, puisque Marco finit par être adoubé. Enfin, c'est un chevalier. En dépit du fait qu'on a dit qu'il fallait genre plusieurs années pour que ça se fasse, mais apparemment lui ça s'est fait en l'espace de 6 mois, un an ou un truc comme ça. Voilà, ça va beaucoup plus vite pour lui. Et le truc, c'est qu'au début, il est super content, mais il finit par se rendre compte qu'être chevalier, c'est un travail à plein temps et il faut s'y consacrer totalement. C'est dingue qu'on lui ait pas dit ça, qu'il ait pas appris ça une seule seconde lorsqu'il était à Muni, quoi. C'est que maintenant qu'il apprend. Et le mec se dit, mais attends, j'ai quand même une vie sur Terre, faudra que j'y retourne. Il y a Star qui a un petit peu de mal à assimiler, mais qui finit par le comprendre, etc. C'est la chose bien, quoi. C'est le fait qu'il comprenne enfin que Marco pourra pas rester éternellement, qu'il a quelque chose d'autre à faire et qu'il il va avoir un petit frère dans pas longtemps.
Donc c'est joli, ça dure 2 minutes. Le reste, c'est juste cette confrérie d'andouilles chevaliers qui font les cons, qui acceptent pas, qui veuillent pas en fait être chevaliers au bout du compte. C'est de la merde, c'est sans intérêt. Tous les personnages de chevaliers sont des débiles dans cet univers. Merci pour rien, au revoir. Après, nous avons un délire que... Vous savez, cet épisode m'énerve, mais je peux pas m'empêcher de le trouver un peu brillant. Sur l'idée. Vraiment, c'est assez... C'est assez paradoxal, mais voilà, ça m'emmerde et je trouve ça brillant en même temps. Donc, ouais, on a un épisode sur la reine qui a été kidnappée. Quoi. Voilà, la reine a disparu, il y a un mot comme quoi elle a été kidnappée. Et ce coup-ci, Star pense à utiliser son fameux sort de l'œil qui voit tout pour la retrouver. Elle finit par converser avec les ravisseurs, semble-t-il, et ce sera un jeu de pistes, d'indices à suivre pour arriver à retrouver Eclipsa, où vraiment il y aura une espèce de menace. Ça fera le buzz puisque Ponyhead sera là pour couvrir ça avec son ton toujours assez énervant. Et à la fin, lorsqu'ils finiront par retrouver Météora, on se rendra compte en fait que tout ça n'était qu'une manigance de Ponyhead. Ponyhead qui a mis en place totalement ce kidnapping pour faire le buzz autour d'Eclipsa et la faire grimper dans les sondages. Et le truc que je trouve particulièrement frustrant là-dedans, c'est que je peux pas me plaindre de ça. C'est tellement véridique par rapport à la mentalité des gens, ça. Il y a une espèce de bad buzz autour d'un personnage, quelqu'un qui rescue quelque chose, on fait le drame autour de lui, rien à foutre de ce qu'il y avait avant, rien à foutre des querelles qu'on met en place. Ça va faire grimper ces gens dans l'opinion des gens. C'est vrai. C'est ultra frustrant parce que j'espérais tellement plus satisfaisant que ça pour amener à ce que Eclipsa soit mieux reconnu. Vraiment, mais je peux pas nier que le résultat est totalement compréhensible. C'est frustrant, mais en même temps, c'est intelligent, je vais pas le nier, ça marche. Je peux pas dire que c'est un mauvais épisode, même si ça me laisse un sale goût dans la bouche. C'est un épisode malin, malin. Bon, l'épisode 12, ouais, le premier segment est chiant. C'est Tom et Jana qui traînent ensemble, où Jana force un petit peu Tom à faire des petits délires à la con, parce que voilà, c'est Jana. Elle force tout le monde à faire ses délires, elle s'incruste où elle veut, elle fait tout ce qu'elle veut, comme ça lui chante, et elle va te faire foutre. Voilà, c'est tout ça, Jana. Et il n'y a absolument aucune alchimie particulièrement prenante entre eux, c'est des moments délirants sans intérêt. La seule chose que ça met en place, c'est que voilà, il chasse à un moment donné une espèce de botte géante en fer, et cette botte est piquée par un corbeau. Un corbeau qui peut se transformer, et ce corbeau on l'avait déjà vu avant dans l'épisode où Mina réapparaissait dans cette saison, et au bout du compte à la fin cette botte sera piquée par le corbeau et amenée à Jana qui fomente quelque chose, elle est en train de reconstituer une espèce d'armure géante. Donc voilà, c'est histoire de mettre en place qu'il va se passer quelque chose par rapport à ça. Donc c'est pas mal, le cliffhanger en soi pour teaser la chose, tout le passage autour de Tom et Jana qui essayent de nouer des liens, etc., où Jana force le truc, c'est chiant, quoi. Aucune alchimie, et Jana, je peux pas la blairer. Je trouve qu'elle sert quasiment à rien, Jana, quoi. Et elle se force à être là, juste parce qu'apparemment les scénaristes l'adorent, et donc son espèce d'excentricité, ils veulent la foutre à tout bout de champ. Il y aurait tellement moyen qu'on la fasse évoluer, vous savez. Et c'est ça le truc, je ressens tellement peu des évolutions de personnages par rapport à ça. Enfin bon, c'est toujours la même personne, quoi. Après, le segment suivant est chiant, lui aussi. Vraiment, cet épisode-là était vraiment sans intérêt. Où là aussi, ça met en place un truc. Voilà, on est, une fois de plus, dans le monde de la baguette. Donc avec toutes ces créatures à la con, on crée des règles qui n'ont de moins en moins de sens, parce que voilà, ce monde de la baguette, en fait, il a énormément de compartiments.
où il y a différentes créatures, différentes créations, sorts des différents possesseurs avant. Donc des différentes reines, etc. C'est un truc qu'on nous balance comme ça, vraiment. Voilà, donc oui, ça n'a plus le moindre sens, quoi. Comment ça marche ce truc? Il ne devrait pas y avoir des tonnes de sorts en double? Est-ce que quand Marco a tenu la baguette, il y a une chambre qui s'est libérée pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire cette merde? Donc on mettra en place la rencontre entre notre compartiment qu'on connaît bien de chez Star et un nouveau compartiment, il me semble que c'est celui d'Eclipsa ou de sa mère Solaria. C'est l'une ou l'autre, je ne sais plus exactement. Il me semble que c'est Eclipsa, où il y a pas mal de monstres, enfin de créatures qu'elle invoque, qui sont à la recherche de trucs pour capturer un sort qui s'est enfui. Et ce sort, il est super puissant parce qu'il détruit tout ce qu'il touche. Vraiment, quoi. Il touche un truc, paf, réduit à néant, il disparaît dans les terres, tout ça, tout ça. Même les sorts entre eux. À ce point-là. Ouais, il est vachement puissant ce truc-là, donc ouais, ça marche sur les sorts. Un sort qui marche sur les sorts, carrément. Ah bah donc, vous balancez ça comme ça, et ici, au bout du compte, je comprends vraiment pas d'où ça sort, quoi. Tout d'un coup, il s'est échappé, comment ça se fait, pourquoi? Ben, tout simplement pour nous présenter, nous introduire ce sort, parce qu'il sera repris par la suite. Mais au bout du compte, ouais, c'est tout ce que ça fait, quoi. Ça va montrer des tonnes de délire, où on va avoir une équipe de sorts dont on n'a rien à foutre, épaulé par un épaulard, il me semble, qui s'appelle comme ça. Un sort épaulard dont j'en ai rien à foutre, où il y aura des tonnes de délire, de gags à la con pour rattraper ce machin, mais l'épaulard finira par montrer sa valeur avec ses capacités, tout ça, je m'en branle totalement. Voilà, les personnages sont toujours sans intérêt, l'aventure est pas intéressante, mais au moins ça introduit le sort qui sera repris plus tard, donc je peux pas me plaindre que ça sortira de nulle part. Voilà, je pourrais pas me plaindre de ça. Sachant que bon, ce sort a été inventé par sa mère, et sa mère, on l'a pas accusé d'avoir inventé des sorts maléfiques, tout ça, alors que ce truc pue le sort sombre à plein nez, mais bon, à mon cul, quoi. C'est un détail, c'est un détail. Bref, l'épisode 13, on va avoir un moment entre Tom et Marco, où Tom essaiera de s'affirmer en traînant avec le groupe des chasseurs, donc où il y a Ekapu et d'autres types. Et bon, il se plantera totalement durant tout l'épisode pour finir par se rendre compte qu'il a ses propres capacités, qu'il n'a pas à prouver qu'il peut faire exactement les mêmes choses que Marco parce qu'il se sentait un petit peu inférieur avec tout ce qu'il a accompli. Mec, t'es super puissante, capable de beaucoup de trucs. Donc on perd pas mal de temps, de gags sans intérêt, tout ça, autour de ça. Mais ce qui m'a plu, c'est vraiment cette façon qu'a Tom de se confier à Marco. Et Marco qui le comprend, qui essaye vraiment de le faire évoluer par rapport à ça. C'est très joli. C'est très joli. C'est ça qui arrive à cimenter un peu le truc. Voilà, contrairement au segment entre Tom et Jenna, où j'en ai un peu rien à branler de leur relation, et j'en ai quelque chose à foutre de la relation entre Tom et Marco, et lorsqu'on l'appuie de façon aussi acceptable que ça, lorsqu'on montre ces interactions, bah, ça fait son effet. Donc voilà, ça appuie bien le truc. L'intrigue en soi est sans intérêt, mais ça appuie bien les personnages. Alors, le segment suivant, ça va être le début de la présentation de Globgar enfin, parce que oui, Globgar c'était juste un gros monstre, on sait absolument rien de lui jusqu'à présent, où Eclipsa a fini par shipper ce que Star lui avait caché pour faire un fameux sort afin de libérer Globgar. Mais avant ça, elle décide d'aller dans son esprit pour passer du bon temps avec lui, s'amuse, etc. Et on voit que Globgar est quelqu'un de super charmant. Mais genre, vraiment, hein, c'est son petit canari en sucre, il a des tonnes d'attention, tout ça, il est ultra sympa, le gars. Hein, il est végétarien maintenant, devenir végétarien, ça vous aurait rendu ultra sympa, même quand vous bouffiez des humains avant. Puis je vais pas lâcher ce truc-là, hein. Je vais vraiment pas lâcher ce truc-là. Non mais, il faut qu'on montre que c'est vraiment un ange ce type, quoi. Lorsqu'à la fin, elle le présente, après leur petite journée sympathique ensemble dans son esprit, la possibilité de le faire sortir de là, il y a Globgar qui dit, est-ce que les gens sont prêts à m'accepter parmi eux avec toi? Et il lui dit, si c'est pas le cas, attends que ça arrive. Il a cette sagesse, etc. Le mec est fou.
Pour quelqu'un qui adorait bouffer des humains, c'est incroyable. Donc, ouais, elle décide de pas le faire. Il y a Star qui la prend la main dans le sac. On joue très peu sur le fait que Star lui avait caché ça au départ. C'est ce qui gâche un petit peu, comme je l'ai dit, l'épisode en question où il y avait des doutes qui s'instauraient. Au bout du compte, elle met carte sur table en l'espace de 3 secondes et on n'en parle plus, quoi. Je t'ai caché un truc, tu me l'as piqué pour faire ton sort, très bien, voilà. Et ça appuie aussi le fait que jusqu'à présent, Eclipsa, à part ces nouvelles directives sur le fait que les monstres doivent habiter ici, dans les lieux où ils habitaient avant, elle n'a pas changé grand-chose au système, elle n'a pas énormément participé à la gestion du pays, tout ça, tout ça. On la voit pas du tout faire ça, quoi. Ce qui fait que, au bout du compte, à ce moment-là, et quand je vois l'épisode suivant, je me dis, mais pourquoi vous vous contentez pas juste de fuir, de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre, de partir ensemble, de vivre heureux, paisiblement ailleurs, avec votre fille? Pourquoi vous vous contentez pas de faire ça? Et ça aurait eu suffisamment de poids, vous auriez trouvé votre bonheur sans pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire gérer le pays en même temps, parce que bon, oui, quand même, c'est compliqué avec ce genre de situation, où ton chéri est un ex-anthropophage, faut pas le nier, ça aurait plus collé à ce qu'on a montré du personnage jusqu'à présent. Mais on va défaire ça, on va donner une conclusion à tout ce qui a été mis en place, et ce qui a évolué de façon assez satisfaisante, assez lente, de façon à ce que ça s'imprègne bien dans l'épisode suivant, où tout va se régler, à part un détail. Voilà, hein, le détail qui va revenir botter le cul de tout le monde à la fin, mais voilà, dans l'épisode 14, il y a Star qui décide, tiens, on t'a jamais vraiment couronné officiellement. Ouais, elle se plaint un petit peu, avec Eclipsa de ça dans l'épisode 13. Donc, on va faire ça, on va organiser un événement où on va te couronner et les gens devront t'accepter un petit peu et donc tu devras prendre quelques responsabilités en plus. Ça se met en place seulement durant ce couronnement, durant cet événement, il y a Globgar qui s'est échappé, qui est sorti de son cristal. Et au début, on se dit, ah, mais ça doit être Eclipsa qui a fait ça, il faut la confiner, il faut l'enfermer, etc., etc. Fermer le stade, faut pas laisser les gens s'échapper, on les protège. Si ça se trouve, Globgar est à l'intérieur et ils pourront se faire trucider, mais c'est pas grave. Et durant cette période-là, il y a Star qui partira un petit peu en quête de Globgar pour le ramener. Globgar qui, une fois de plus, après la gentillesse incarnée, qui se dit ouais, je me barre, c'est pour protéger les miens, parce que voilà, si je suis ailleurs, c'est moi qu'on pistera, qu'on suivra, et pas eux. Mais Star lui dit c'est parce que tu t'es barré qu'elles sont en danger, hein, ta femme et ta fille. Donc il décide de revenir là pour protéger un peu le coin, et donc ça fait paniquer tout le monde. Mais après un petit combat où Globgar montre après donc de l'action bien foutue, hein, je ne le nie pas une seconde, qui est prêt à tout pour sauver sa famille, etc. Tout le monde est touché par ça. Il y a Rhombulus qui s'avère être la personne derrière ça, hein, il y a Star qui le dévoilera. Au fait, on dira même à la toute fin dans l'épisode 20 que c'est Moon qui lui a donné cette idée-là, pour une raison qu'on n'explique pas particulièrement. Mais genre pas du tout. Pourquoi elle a voulu faire en sorte que ça se passe comme ça? Elle savait que ça finirait bien comme ça. Elle était sûre. Pourquoi elle a décidé de faire ça? Le truc, la raison pour laquelle Rhombulus fait ça, c'est totalement compréhensible. Hein, même si bon, ça me gêne un petit peu parce que j'aimais un tout petit peu le personnage. J'arrivais à apprécier un petit peu l'excentricité du personnage en dépit des moments débiles qu'il a. Mais là maintenant ça devient un gros enculé, pas réfléchi du tout, qui a plus rien pour se rattraper. Donc ouais, et vraiment, il devient tout de suite détestable le gars. Mais voilà, il fait ça pour montrer aux gens qu'il faut avoir peur de Globgar et qu'il faut un petit peu se débarrasser de cette reine-là. Il a manipulé un petit peu la chose comme ça. Et ouais, il a jamais été super fin, Rhombulus. Mais ça me paraît tout à fait envisageable qu'il ait eu cette idée lui-même. Pourquoi vous avez révélé à la toute fin que c'est Moon qui lui a donné cette idée? Ça apporte quoi? Ça apporte rien. C'est une révélation à la con qu'on balance comme ça pour rien. C'était plus fort si c'était seulement Rhombulus qui avait cette idée-là. C'est juste quelqu'un qui montrait qu'il avait cette haine des monstres, qu'il avait vraiment cette peur, cette crainte, et qui voulait démontrer qu'il fallait les craindre. Et en faisant ça, il a démontré un peu l'inverse. Donc, ouais, ça lui est retombé dessus et c'était bien fait pour lui. C'était quelque chose de pas trop mal dans l'écriture. Maintenant que vous avez dévoilé que c'est Moon qui lui a envoyé ça, maintenant je me pose des tonnes de questions et c'est complètement ridicule pour moi.
Ouais, c'est dommage, hein, parce que le personnage devient détestable, mais pas de façon forcément mauvaise, quoi. Je comprends où ça va, mais maintenant Et le truc, c'est que ça se règle super rapidement, ou étant donné que les gens ont vu que Globgar était prêt à tout pour protéger sa famille, ils se disent, bah, très bien, on l'accepte. S'il vous plaît, est-ce que vous seriez d'accord pour que Eclipsa et Globgar vous dirigent et tous les monstres disent oui, tous les humains ont été touchés par ça disent oui, ils applaudissent, merci, au revoir, tout est réglé. Le racisme est guéri. Et carrément, hein, bon, pas tout à fait, mais la grande majorité des gens acceptent totalement ça. Même les Spider-Bite, oui, c'est comme ça qu'ils s'appellent, il me semble, alors qu'on a vu avant, dans un épisode que j'avais adoré, donc ce segment que j'avais adoré, que eux, ils avaient énormément de mal avec ça, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. Apparemment, énormément des leurs ont été mangés par Globgar, qui, je rappelle, bouffait des gens. C'est pas un truc qui s'efface comme ça, je suis désolé. Je peux pas dire je suis végétarien, maintenant je suis super gentil. Ça s'efface pas comme ça, merde. Donc, ouais. Ils acceptent tous ça comme ça s'arrange, merci, au revoir. C'est beaucoup trop rapide. C'est beaucoup trop rapide, il fallait beaucoup plus de temps. En un épisode et demi, vous nous introduisez le personnage de Globgar, sa mentalité qui colle moyen avec le passif qu'on lui donne et qu'on ne dénie pas une seule seconde, et tout d'un coup, à la fin, on les accepte. Voilà, Globgar peut être le roi du pays, c'est pas grave. Tout s'arrange, sauf que tout ne s'arrange pas, bien entendu, puis qu'il reste Mina dans l'ombre qui prévoit toujours quelque chose. Donc ouais, ça va être repris par la suite, mais s'il n'y avait pas eu Mina, tout se serait arrangé. Les gens auraient vécu leur vie, se seraient acclimatés, le changement aurait été accepté, voilà. Après donc, maintenant les choses se calment, c'est la calmie, hein, puisque maintenant il n'y a plus de problème, la situation est acceptée, Star sent qu'elle peut passer à autre chose, se reposer, et la première chose qu'elle se dit, c'est passer des vacances avec son chéri Tom, tandis que tout le monde se dit un petit peu au revoir. Marco part retrouver sa famille et sa petite sœur, ah oui, parce qu'on dévoile maintenant qu'il n'a pas un petit frère mais une petite sœur, ils se sont trompés à l'échographie. Ah, c'est pas plus mal, elle s'appellera pas Marco Junior. Ouais, quoi, elle dit un petit peu au revoir à tout le monde. Elle hésite à suivre Tom, pour passer des vacances, etc. Parce que voilà, elle finit par avouer que elle sait plus quoi faire, quoi. Et elle a du mal à savoir vers où elle doit partir maintenant qu'elle a plus de responsabilité à gérer. Et je vois pas pourquoi tu pouvais pas avoir ce genre de réflexion en partant en vacances. Voilà, tu pouvais avoir ce genre de dilemme à réfléchir en allant en vacances, puisque tu peux y en repartir quand tu veux, tu crées des portails à ta guise, ma fille. Quand même, quand même. Donc ouais, le fait qu'on appuie ça comme ça, c'est juste pour forcer, je dis bien forcer, le moment où Tom se sent un peu délaissé par ça, parce qu'apparemment elle veut pas passer de temps avec lui, elle lui dit ok, très bien, je te laisse réfléchir, je pars seul. Alors que Star lui dit mais attends, tu peux rester avec moi pour qu'on réfléchisse à ça. Mais oui, à ce moment-là, tu t'aurais pu le suivre en vacances et ce serait pareil. Et tout ça pour amener à ce que dans quelques épisodes, Tom finira par se rendre compte que ça ne peut pas marcher entre eux. Voilà, tout ça. Heureusement qu'on a mis en place cet épisode sur la lune de sang qui a été défaite, hein, ça a vraiment servi à quelque chose, ça, hein, si c'est pour amener à ça, merde. Tout ça pour amener à ce qu'elle se dise, tiens, pour réfléchir un petit peu sur ce que je dois faire ensuite, je vais revivre rapidement chez Marco pour remettre le bon vieux temps sur la route. Et voilà, cet épisode, c'est un petit peu un léger retour au bon vieux temps. Bon, ça va pas durer longtemps, mais ouais, c'est sans intérêt, quoi. Hein, tout ça pour appuyer qu'au bout du compte, Star et Marco, ils passent très bien ensemble et ils pensent vraiment l'un à l'autre, etc. Et ça dépend pas de la lune de sang. Merci d'avoir créé cette intrigue de merde. Donc ouais, elle habite chez Marco et le demi-épisode suivant, c'est juste une espèce de rappel des personnages qui ont existé dans les premières saisons et qu'on voit plus trop parce que bon, ils étaient sans intérêt, c'est pour ça qu'on les a virés. Je veux dire, les personnages qu'on suit maintenant, ils sont pas géniaux, mais ils promettent beaucoup mieux que ceux qu'on avait avant, c'est sûr. Mais bon, voilà, il y a
un délire de tampon à mettre sur une carte de fidélité pour Tacos que Marco veut absolument faire en une journée parce qu'apparemment il n'a pas le temps, il pourra plus y revenir. C'est pas particulièrement appuyé dans mes souvenirs ça. Et ouais quoi, en se rendant donc à ce coin taco, il va rencontrer tous ses anciens personnages. Donc son sensei, il y a Oscar qui apparaît histoire de dire qu'il existe. Et ouais, il y aura Alfonso et Ferguson, il y aura la fangirl de Star. Et je tiens à dire un truc. Vraiment, en termes de personnage gag, vraiment un personnage pensé pour le gag, c'est le plus réussi. Maintenant que je m'y penche, maintenant que je vois un peu, je pèse un peu tout ce qui a été mis en place, ce personnage-là a toujours été fidèle à ce qu'il représentait. C'est une fangirl de Star. Chaque fois qu'on mettait ça en scène, c'était pas sensationnel, mais ça me faisait toujours un petit peu sourire. Et c'était jamais poussé de façon ridicule, grotesque. C'était toujours, voilà, c'est une fangirl de Star, donc elle est un petit peu folle quand elle est là, et elle est à fond autour d'elle. Là, on appuie un petit peu qu'elle est à fond là-dedans. Elle joue un rôle assez prenant dans ce demi-épisode. Et c'est elle un peu qui sauve l'ambiance du coin parce que j'en ai rien à branler de retrouver tous ces personnages. Et il y a qu'elle qui me fait un peu un effet. Même Jackie, qu'on verra à la toute fin, pour bien signaler qu'elle est passée à autre chose, en disant ouais ça a été sympa d'être avec toi, j'ai pu découvrir un petit peu de nouvelles choses, mais voilà, maintenant que je suis allé à Paris, j'ai fini par découvrir mon vrai appel, je suis lesbienne. Ça le dit pas clairement, mais c'est clairement ce que ça montre. Elle s'est faite une nouvelle copine qui parle français comme je sais pas quelle nationalité, mais c'est clairement pas quelqu'un de français qui parle, hein. Même pas un Canadien, hein. C'est ça qui est dingue, quoi. Elle parle tout le temps français, les trois quarts du temps, cette nouvelle petite copine, et on sent clairement qu'elle est pas du tout française, quoi. Je trouve ça tellement ridicule. Vous pouviez pas juste la faire parler normalement et dire ouais je suis française ou même forcer un accent un petit peu français quitte à faire ça. Non, c'est juste elle parle français avec un accent qui n'a absolument rien à voir avec la France. Ouais, c'est une américaine qui parle français. Ah, c'est bien. Ça passe tellement pas naturel. Mais bon, c'est histoire de dire qu'elle est passée à autre chose. Merci, au revoir. Pas de rancune, tout ça. On est ex, mais ça signifiait pas grand chose au bout du compte. Notre relation, c'était juste une passage, une transition de la vie. Merci, au revoir, ça signifie rien. Voilà. Nos personnages ne signifient rien, tous les personnages qu'on met en place. Et le seul qui a à faire de l'effet, comme je l'ai dit, c'est la fangirl de Star, qui est bien présente, je vous cache pas, et qui me fait sourire. C'est celle qui parvient à sauver un peu ce demi-segment, enfin ce segment, parce que sur le reste, j'en ai rien à branler, quoi. Bien, l'épisode 16, on va jouer avec un truc qui n'a absolument pas la moindre signification et à laquelle on essaie de donner, putain, une force, un impact dont j'en ai complètement rien à foutre, quoi. Parce que voilà, on met en place, dans quelques épisodes de cette saison, que Star a une photo sur elle qui lui a été donnée par Pertan. Alors, je sais pas si on l'a vu particulièrement dans le fameux épisode de la saison 1 ou 2. Je sais plus, il me semble que c'est la saison 1, où donc il est apparu pour la première fois. Et ouais, il y a une photo où elle et Marco sont à la plage. Et c'est un truc du futur. Et apparemment maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir, elle s'est totalement rattachée à cette photo pour endurer les sales coups qui lui tombaient dessus constamment. C'est cet espoir, c'est le fait de savoir qu'il y avait quelque chose de positif par la suite qui signifiait un moment de calme, de force, et qui la faisait tenir. C'est comme ça qu'on le dit, hein. Et donc, lorsque elle voit une opportunité, une occasion qui semble indiquer que c'est à ce moment-là que cette photo doit être prise maintenant, aujourd'hui, et ben elle fonce faire cette photo. Ce qui n'a absolument aucun sens en termes de logique temporelle une fois de plus, parce que c'est le serpent qui se mord la queue. S'il n'y avait pas eu cette photo, jamais elle aurait insisté pour qu'elle et Marco se rendent à la plage, et jamais il y aurait eu cette photo. Donc elle n'aurait jamais pu donner cette photo à son elle du passé. Donc allez vous faire foutre. Vraiment, allez vous faire foutre. Enfin bref quoi, il y a tout un tas de délires à la con où elle sait toujours pas utiliser de portail. Je sais pas, elle oublie une fois sur deux qu'elle peut faire des portails pour aller n'importe où maintenant.
Donc voilà, il y a tout le trajet qui est laborieux pour rien. Ils finissent par arriver là-bas en retard, ils essayent de s'amuser un peu en oubliant ça, et cette photo finit enfin par se prendre. Et c'est là que Star finit par se demander mais comment ça se fait? Je croyais que ça signifie quelque chose de fort pour moi. Et donc elle repart poser la question à Pertan dans la dimension pour qu'il lui dise ben, au bout du compte c'est juste elle qui se l'est donné pour tenir le coup avant avec cet espoir de voir ça par la suite. Et la boucle se boucle, elle accepte, elle décide de laisser ça se faire, même si ça signifie pas quelque chose d'aussi fort qu'elle le croyait, mais elle sait que ça l'a tenu pendant toute cette période. Putain de merde, c'est une photo à la con sur laquelle on a à peine insisté, à part dans 1 ou 2 épisodes avant, allez vous faire naître, quoi, ça veut rien dire. Arrêtez de vouloir donner de l'importance à des conneries comme ça, quoi. Et le segment suivant, c'est le plus gros gâchis de potentiel de cette saison 4 pour moi. Puisque on va repartir sur le portail vers une autre dimension. Il y a Ekapu qui passe faire un coucou à Marco alors qu'il garde sa petite sœur et Météora en même temps. Et alors qu'Ekapu passe par le portail pour dire je sais plus trop quoi à Marco, fais gaffe, il se passe un truc, tout ça, tout ça. Il y a le portail qui reste ouvert et comme par hasard, les bébés qui étaient en train de dormir se disent tiens on va passer par ce portail parce que c'est joli, ça brille, tout ça, tout ça. Et donc ouais, elles se retrouvent dans le monde où on grandit beaucoup plus vite que en parallèle de chez nous. Donc Star et Marco se disent ah bon, c'est dingue, il faut qu'on les retrouve et elles retrouveront bien entendu des Météora et je sais plus comment s'appelle la sœur de Marco, beaucoup plus âgée, de 16 ans, un truc comme ça. Qui sont totalement habituées. Elles ont vécu que là, techniquement, à quelques détails près. Et ouais, c'est difficile de les convaincre. Il y a quelques péripéties qui se mettent en place. Tout va beaucoup trop vite. Le concept est super! Vraiment, comment convaincre quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un monde qui s'y est acclimaté totalement de repartir avec soi pour redevenir un bébé, effacer l'ardoise, repartir de zéro comme ça? C'est un concept super intéressant à explorer, à développer, voir la psyché de ces personnages qui sont vraiment pas sûrs de repartir là-bas et ce que ça pourrait signifier par la suite, tout est fait trop vite. La façon dont ils les convainquent, les deux filles, de repartir, bordel de merde, c'est super rapide, c'est du gag. Il y a un méchant à la con qui existe, histoire de dire. C'est pas. C'est pas intéressant en un demi-épisode de montrer ça, merde. C'est une péripétie à la con qui signifie que dalle. Voilà, elles ont grandi de leur côté. Normalement, elles devraient avoir tous les souvenirs de quand elles ont grandi de leur côté en étant bébé. On va pas jouer là-dessus, sauf dans l'épisode 21 peut-être, mais ça me surprendrait. Ça veut rien dire. C'est comme la première fois qu'on a vu Marco passer ce portail et grandir de l'autre côté, quoi. Il y avait tellement de choses fortes et intéressantes à développer autour de ça. Vous faites le truc trop vite, vous n'allez pas développer après. C'est un putain de gâchis. C'est un putain de gâchis, ça. Voilà, le concept est bien et je peux pas dire que c'est mal fait, c'est correct en soi, mais putain, ça pouvait être tellement, tellement plus fort que ça. Ce qui nous amène à l'épisode 17 et tout ce qui vient ensuite, parce qu'à partir de là, tout s'enchaîne. Ah, vraiment, tout s'enchaîne. Ah, là, l'intrigue se met en place, ça va être cliffhanger sur cliffhanger à chaque fin de demi-épisode. C'est là que ouais, l'attaque de Mina a lieu. Et où on va mettre des bâtons dans les roues de façon un peu forcée, je trouve, à quelques moments, pour amener à la grande confrontation de fin. Voilà, donc cet épisode commence par Tom, qui revient rapidement sur Terre pour rompre avec Star, donc comme j'en ai parlé, hein, parce que voilà, il sent qu'il ne peut pas être son meilleur ami, et donc c'est trop tard, ça pourra pas marcher sur le long terme, tout ça, tout ça. Voilà, alors que bon, on n'a pas appuyé ça particulièrement, et c'est ça qui me gonfle le plus, quoi. Durant ces nombreux épisodes, à part donc quand on force ça à la fin de l'épisode 15, eh ben on n'a pas appuyé particulièrement que Marco et Star sont amoureux à ce moment-là. On crée à nouveau une dynamique de meilleurs amis qui sont, semble-t-il, passés à autre chose. Mais maintenant, ouais, ça peut plus être ça. Et à ce moment-là, mais pourquoi avoir fait ce putain d'épisode 8 si c'est pour amener à ça, bande de connards? La lune rouge, ça veut dire que dalle, putain. Vous gâchez un concept, vous faites n'importe quoi avec, vous savez pas du tout réfléchir à l'avance à ce que vous mettez en place, ça me fait chier. Donc voilà, ils rompent parce que voilà,
ils peuvent pas être amis, exactement comme entre Jackie et Marco. Mais seulement, voilà, il peut pas repartir chez lui, dans les enfers. Même Star peut pas le faire revenir chez lui. Et la première conclusion qu'ils ont, c'est qu'ils sont affectés par leurs émotions tout de suite de cette rupture. Et il y aura des tonnes de gars avec les personnages qui passeront dans le coin. Ils vont dire, ah, vous rompez, oh, c'est tellement triste, c'est chiant sans intérêt, ça dure 5-6 minutes, ça. Pour qu'au bout du compte, Marco apparaisse pour se mettre au courant de la nouvelle, tout ça, il est un peu attristé par ça, mais il essaye quand même de les aider parce que, ah ouais, on est un petit peu affecté émotionnellement, j'ai ma paire de ciseaux, moi ça va, je peux le faire, mais non, il peut pas lui non plus. Et donc ils finissent par se dire, attends, c'est peut-être pas le fait qu'on soit affecté émotionnellement qui marche pas. Les portails semblent être totalement arrêtés. Et donc il faut trouver un moyen d'aller à Muni parce que ça semble vouloir dire qu'il se passe quelque chose de grave. Et donc leur piste pour retourner à Muni, c'est de demander à Jenna, parce que dans un épisode super rapidement, l'épisode 15 là aussi, il me semble-t-il, ouais c'est ça, on voyait Jenna apparaître à Muni alors que bon, elle ne devrait pas pouvoir parce qu'elle n'a pas de moyen magique d'y aller. Et donc ils se disent, ouais, elle doit pouvoir avoir un moyen d'y retourner. Et Jenna leur tournera le dos, foutra de leur gueule, jouera avec eux pendant 7-8 minutes à faire la conne, à pas les aider. En disant à la fin, mais vous savez que je me souviens vraiment pas de comment j'ai fait, quoi. C'est un peu bizarre, mais oui, t'as pas à les faire tourner en bourrique n'importe comment non plus pour ça. Tu peux directement leur dire, je m'en souviens pas. Si vous faites le tour, il n'y a pas besoin de perdre de temps comme ça. Elle fait chier tout le monde, Jana, avec ses délires. Elle sert à rien. Elle sert à rien et voilà quoi, la seule utilité réelle au bout du compte c'est juste que il s'avère, il se trouve que comme par hasard elle a trouvé un moyen de passer d'un monde à l'autre. Voilà, hors des portails. Sachant que oui, elle aurait pu avoir un portail, un truc magique qui lui aurait permis, qui pourrait pas marcher, lui non plus. Mais non, hein, ça va marcher bien sûr. Et ouais, on va passer 50 ans, c'est la grande majorité de l'épisode, sur ça, elle qui les fera tourner en bourrique pour rien, parce qu'elle fait chier le monde. Je peux tellement pas la blairer, Jana, dans cette saison 4. Vraiment, quoi, on sent qu'ils avaient aucune idée de quoi faire avec elle, mais ils appréciaient le personnage, donc ils en font une blague. Ils en font un petit délire sur son petit gimmick à elle, et qui adore s'immiscer, faire chier le monde, se marrer, se moquer des trucs. Et au bout du compte, je vous jure, répéter comme ça devient gavant, particulièrement gavant, et ça aide pas une seule seconde à la rendre un tant soit peu attachante. Vraiment pas une seule seconde. J'en sais rien, j'imagine que ça n'a jamais été le cas, elle n'a jamais été particulièrement attachante ou, ou capable d'aider de façon super sincère les gens sans se foutre de leur gueule, mais je m'attendais à un peu plus quand même pour cette dernière saison. Au bout du compte, quand on s'y penche, il y a vraiment, une fois de plus, qu'une petite poignée de personnages qui évoluent là-dedans. Il y en a quelques-uns qui désévoluent, mais vraiment, par rapport à ce qui tombe, à ce qui leur arrive, ben, ça désévolue beaucoup, quoi. Mais bon, au bout du compte, après la dernière piste où elle finira enfin par être utile, ils finiront par trouver une trappe dans le vendeur de tacos, en dessous du vendeur de tacos. Comme par hasard, tiens. Très marrant, ouh, c'est dingue la coïncidence. Et ouais, cette trappe en question, c'est la trappe qu'on avait vue à la fin de la saison 3, lorsque Moon et Star s'amusaient un petit peu, Guillerette, avec la mémoire effacée, dans la dimension de la magie. Et il y a des tonnes de ruisseaux qui menaient à différents mondes, et ben il y a un ruisseau qui a mené à cette trappe en question. Et cette trappe qui se trouve donc comme par hasard, ouais. Mon cul, allez vous faire foutre, quoi. Et donc, voilà, ils ont cette solution pour se rendre à Muni. Et c'est là que se termine ce demi-épisode et qu'on passe au suivant, où, ouais, on va passer à nos personnages qui se diront, ouais, ça va être compliqué parce que se rendre à l'intérieur, c'est pas simple. C'est pas simple, puisqu'on va vite perdre notre mémoire. Et plutôt que d'utiliser des engins pour nous rappeler qui on est, ou des trucs comme ça, comme l'avait un petit peu fait Star dans la fin de la saison 3, ils ne font pas ça. Ils se disent, tiens, je vais appeler ma fille, ma fille licorne, je vais la forcer à nous trayer vers le coin qui mène à Muni, et ça se passera très bien.
Eh ben non, bizarrement, ça se passe pas bien. Hein, et ils finissent tous par perdre la mémoire. Il y a un moment donné, Marc au délire en disant qu'il est amoureux de Star pour bien appuyer qu'au bout du compte, ils étaient amoureux tout du long et ça sert à rien. Et ouais, ils finiront par partir dans leur coin en étant totalement délirants. Et à aucun moment, et c'est ça qui me gonfle le plus avec ce monde-là, peut-être que ça se fera dans l'épisode 21 parce que ouais, l'épisode 21 va nous remontrer ce monde de la magie. À aucun moment, on montre nos personnages arriver à sortir de cette torpeur vraiment d'eux-mêmes. Voilà, et la chose la plus forte, c'est quand même dingue, c'est la fois où ça a été super expédié lorsque Marco a appelé Star. Voilà, c'est la seule chose. Sinon, bah, à chaque fois, bah, c'est juste, ils subissent. Voilà, ils perdent la mémoire, tonnes de délire. Il y a Tom qui se transforme en forme démoniaque, il sait pas comment en sortir, il sait pas, il perd la mémoire au point de ne pas savoir déboutonner une ceinture, carrément. Et même quand Tom voit les autres déboutonner leur ceinture, parce qu'au bout d'un moment, ouais, leur ceinture de voiture, ils finissent par comprendre le truc, lui non. Alors que bon, alors, il est en flamme et tout, il devrait pas faire un peu brûler ce qu'il y a autour de lui, non. Tout ça, c'est pour, je sais pas, amener à ce que Tom se retrouve bloqué dans ce monde. Parce que voilà, il sera à part les trois autres. Les trois autres, ils s'amuseront dans leur coin, totalement guirés, l'esprit vide. Et pendant ce temps-là, il y a un truc qui me chiffonne énormément. J'espère qu'on aura une bonne explication dans l'épisode 21, ça. Le, le monde de la magie commence à se remplir du même pétrole démoniaque qu'on avait vu lorsque Tofi avait pris le contrôle de la dimension magique, lui aussi. Alors, est-ce que c'est des réminiscences de Tofi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que ça n'a pas l'air une seule seconde de coller particulièrement avec ce que fait Mina tout de suite. J'ai pas l'impression une seule seconde que les actions de Mina ont amené à cette situation-là. Donc ouais, je suis sur l'expectative. Est-ce que vous allez donner une bonne explication et conclusion à ça? C'est tout ce que je demande. Hein. On verra bien ce que ça veut dire. Donc ouais, au bout d'un moment, quoi, tout finit par tomber en morceaux et la fille donc de Star finit par les renvoyer dans le monde de Muni par magie, dans ses dernières forces, parce que oui, tout finit par être pris dans cette magie démoniaque, cette corruption. Et Tom est laissé derrière, dans le coin, pendant 2 épisodes. On va plus le voir, 2 épisodes et demi. Il est dans son coin, on s'en fout de lui, quoi. C'est sympa, il y pense même pas une seule seconde. Et c'est ça qui me fait assez marrer, quoi. Durant tous les épisodes, il y a personne qui dit, au fait, et Tom, zut, on l'a laissé là-bas, il faudra qu'on le sauve ou un truc comme ça. Non, on s'en branle. C'est assez sympa ça aussi. Hein. En tout cas, ouais, dans le second demi-épisode, ils arrivent donc enfin à Muni de façon séparée parce que magie. Hein, à nouveau, hein, je devais être séparé, et donc on découvre que c'est un petit peu la merde, et que ça, il y a l'insurrection des guerriers solariens, des guerriers de la reine Solaria de son époque, qui est la mère d'Eclipsa, qui était ouais, très anti monstre. Hein. Et ouais, la machine que Mina a fait monter, et ben en fait c'est une espèce de grande armure géante de guerrier solarien qui est ultra méga puissante. Genre il a une épée laser super puissante qui détruit les êtres qu'il touche. Petit à petit, quoi, genre on est touché, on est incapacité, et au fur et à mesure ça s'infecte de plus en plus, et on finit par être détruit. Carrément, hein. Et donc, ouais, super puissant à battre, tout le monde peine pour lutter contre cette machine. Il y a Eclipsa et Globegard qui essayent de s'en sortir. Globegard se fait vite toucher. Au bout d'un moment, Eclipsa est vraiment roué de coups et sur le point de décéder. Mais l'épisode 19, cliffhanger, on passe à ça. Il y a Star qui arrive pour aider. En ayant appelé tous ses amis guerriers, donc il y a et Kelly qui apparaît rapidement, et quelques autres. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu en parler un petit peu de ça aussi. Elle travaille de concert, Mina, avec le Haut Commissariat. Hein, il y a Rombulus qui a été apparemment libéré, et il y a, le mec, comment il s'appelle déjà? Space Time, qui suit totalement parce qu'il est à fond dedans. Il y a que Ekapu qui a quelques réserves, mais elle suit un petit peu, genre par obligation. Voilà, ils y suivent. Dans leur coin sans rien faire.
Tandis que Mina se dit, ouais, c'est moi qui vais tout régler, tout ça, tout ça. Et bref, dans le combat qui s'ensuit, quoi, il y a Star qui aura amené un peu de monde, il y aura Ponyhead, Kelly et d'autres. Et ils se feront un petit peu laminer en essayant de lutter du mieux qu'ils peuvent. Ponyhead qui se débrouille mieux que dans la fin de la saison 3, déjà ça. Et au bout d'un moment, elle est tellement puissante, Star, elle trouve la puissance en soi pour créer une espèce d'avatar géant à la légende de Korra, fin de la saison 2. Apparemment, la magie peut faire ça maintenant, combat de géant. Ce qui amènera à ce que elle maintienne son attention pour que, après quelques péripéties, il y ait Eclipsa qui détruise un petit peu la bestiole et pas mal de trucs alentour avec son super sort de destruction. Et ouais, est-ce que ça sera tout en fait? Le super sort de destruction qu'on a vu avant, parce que si c'est tout ce que ça signifie, au bout du compte, je suis prêt à accepter qu'elle a un sort comme ça, vous voyez? Sans qu'il y ait l'introduction qu'on a montrée dans l'épisode 12 avec ce qui se passe dans la baguette. C'est pas trop grave, hein, c'est pas si grossier que ça. Hein, c'est un peu limite, mais c'est pas si grossier que ça. Hein. Enfin bon, voilà quoi, ce truc détruit pas mal de trucs sur son passage aussi, quoi. Et si apparemment ça s'efface au bout d'un moment. C'est pas clair, parce que oui, à nouveau, hein, si on doit faire une espèce de cohésion, de continuité avec l'épisode 12, ça montrait ce sort comme étant extrêmement dangereux, et que si on le relâchait, ça pourrait causer des tonnes de catastrophes et détruire tout sur son passage. Hein, et est-ce que oui ou non on va jouer là-dessus? Ça me surprendrait beaucoup, quoi. Il reste qu'un épisode que j'ai pas vu, donc c'est là au bout du compte c'est juste un espèce de sort désintégrateur qui s'étend sur une longue durée. Faut juste faire gaffe à ce qu'il y a devant. En gros, hein, pendant une longue distance, mais il faut faire gaffe à ce qu'il y a devant, c'est tout. Donc est-ce que c'est si grave que ça? Je sais pas trop. Personnellement, hein, moi je dis ça comme ça, hein. En tout cas, ouais, après, donc, t'as d'efforts vraiment démesurés pour arriver à se débarrasser de cette machine-là, et ben, il en existe toute une armée d'autres. C'est le cliffhanger de fin où Marco revient pour prévenir Star de ça. Sachant que Star n'a pas pensé une seconde à chercher où était Marco quand ils ont atterri ici. J'imagine qu'elle a utilisé le sort de détection pour trouver où étaient les guerriers qu'elle a embauchés pour aller défendre le coin. Par contre, elle n'a pas fait de sort de détection pour trouver Marco. Pourquoi? Ben, je sais pas. Priorité, j'imagine. J'en sais rien. La connaissant, vu ce qu'on met en place après, je comprends. Je trouve ça un peu bizarre, hein, personnellement. Hein, mais bon. Enfin bon, le second segment démarre avec Mina et toute son armée de robots géants conduits par d'autres gens. Et ces gens-là, je vais avoir une petite diatribe à faire là-dessus à la fin de ce demi-segment, puisque voilà, quoi, c'est un petit peu le bordel, étant donné que ça a été c'est tellement difficile de lutter contre un robot géant qui a apparemment été conduit par le corbeau, semble-t-il. Un corbeau peut conduire, comme vous voulez, merde. Et ouais, quoi, c'est le bordel. C'était impossible de lutter contre ça. Surtout que, ouais, Eclipsa, elle peut peut-être faire son sort, mais pas de façon aussi prononcée. Et ça la vide beaucoup. Ce qui fait qu'on est légèrement à court d'options. Heureusement, Mina a la gentillesse de laisser nos personnages réfléchir un petit peu jusqu'au chant du coq. Ok. Et voilà, durant cette période-là, il va y avoir Star et Marco qui se poseront un petit peu pour aider à l'évacuation des gens. Et ils finiront par s'avouer leurs sentiments, que cette lune de sang signifie que dalle, gna 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 gna. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'imagine que si vous êtes des fans bêtes et méchants d'un couple qui cherchez juste à ce que le couple soit ensemble à la fin, ça doit vous faire plaisir. Moi, j'apprécie qu'un couple soit bien amené. Même si j'étais totalement pour une relation Star-Marco, je trouverais que c'est du foutage de gueule. Toute cette intrigue romantique à la mort moelleuse, c'était une perte de temps qui signifiait que dalle. C'est pour amener à ça. Genre à la fin, ils s'avouent leurs sentiments, super, trop content quoi. Voilà, vous avez tellement fait tourner les choses autour du pot que j'en ai plus rien à foutre, hein, vraiment. Et ouais, c'est juste cette considération pour les autres, leurs autres intrigues amoureuses, bah rien à branler au bout du compte. Avec Kelly, on en a rien à foutre de cette relation, on n'a même pas appuyé ça. Et avec Tom, au bout du compte, cette rupture, c'était du foutage de gueule, quoi.
Mais à côté de ça, il y a Moon qui apparaît pour essayer d'aider un petit peu. C'est elle d'ailleurs qui a lancé l'idée d'évacuer. Et au bout du compte, on se rend compte qu'elle est un petit peu traîtresse, Moon. Parce que elle incite, elle incombe Eclipsa de se rendre avec son mari pour faire en sorte que le combat cesse. Parce qu'en fin de compte, Mina travaille pour elle. Enfin, du moins le croit-elle. La grande révélation de fin, et c'est le truc qui m'a pas mal gavé là-dedans parce que ça n'apporte rien. À part conflit parent-enfant de merde qu'on a vu des tas de fois entre Star et Moon. Il fallait qu'on en fasse un dernier pour la route. Le truc, c'est qu'on n'explique même pas exactement pourquoi elle fait ça. Elle dit vaguement, dans le demi-épisode suivant, l'épisode 20, que elle savait que Mina préparerait un truc quoi qu'il arrive, donc elle a décidé de la chaperonner un petit peu pour diminuer, limiter les dégâts. C'est comme ça qu'elle le présente. Et je me dis, merde quoi, t'étais présente lors du moment où tout le monde a accepté Eclipsa. Et c'était après ta rencontre avec Mina en plus. T'avais l'air contente, t'as accepté ce qu'avait fait ta fille pour amener à ça, ça se montrait bien. Pourquoi maintenant tu dis ok je fais avec, il n'y a rien d'autre à faire que de suivre les désirs d'une fille totalement folle de façon super claire en se disant c'est bon je peux gérer ça, en se disant ok vous savez quoi je limite la casse. Pourquoi tu te contentes pas d'aller dire à d'autres personnes ce qu'elle prévoit de faire Mina pour prévenir cette casse connasse, vraiment. Putain de merde, ça m'énerve la façon dont c'est montré ça. Cette façon de merde de créer du conflit à la con, juste pour remplir un petit peu, parce qu'au bout du compte, elle n'aurait pas été derrière Mina, ça aurait été pareil, hein. Ce qui se passe après, c'est exactement la même putain de chose. La même putain de chose. Mina arrive, il y a Moon qui lui dit c'est bon, ils se sont rendus, on va les laisser partir et voilà, tu suis mes ordres très bien. Mina se dit non, il faut se débarrasser de tous ces saletés de monstres, vive le racisme, tout ça. Et elle n'écoute plus. Il y a Moon qui dit tiens j'ai un sort pour défaire le pouvoir que je vous ai donné parce qu'apparemment le super méga pouvoir qu'avait Mina c'est un truc qui lui est conféré par une reine détentrice de la baguette. On peut faire ça carrément. Même pas détentrice de la baguette, elle peut faire ça sans baguette. Waouh, Mina qui est plus forte que Star de ce qu'on a vu quoi. On peut donner ce genre de pouvoir à quelqu'un sans avoir de baguette. Putain de merde quoi. C'est dingue ce genre de conneries quoi. Voilà quoi. Et donc elle a donné tous ses pouvoirs super méga puissants à des tas de gens. Alors j'imagine que c'est des gens qui font partie de son village d'insoumis qui voulaient vraiment fuir cette espèce d'organisation monstre humain qu'il y a eu. Donc ça a été accepté mais pas forcément par tout le monde. Cela dit, ils vivaient dans leur coin paisiblement, les gars. Mais ces gars-là, ceux qui ont décidé de s'installer ici parce qu'ils étaient pour suivre un petit peu les codes, la nouvelle organisation de Moon, eh ben ils sont totalement derrière Mina maintenant. Mina la folle, Mina celle qui faisait peur à tout le monde, que personne n'écoutait, maintenant c'est elle la chef et tous les Newmen la suivent. Parce qu'il y a une espèce de petite règle échappatoire dans cette espèce de magie, je vous transmets mon pouvoir, c'est que techniquement Moon pensait qu'elle pouvait le retirer comme elle voulait, et c'est ce qu'elle essaye de faire, mais elle peut pas du tout le retirer. Parce que voilà, lorsqu'ils se sont transformés, ils n'ont pas fait allégeance à Moon, mais à Solaria. Ou à une autre, je sais plus exactement, il y a tellement de noms, merde. Donc, allez vous faire foutre. Waouh, les règles à la con que vous me balancez comme ça, quoi. Vous aviez besoin de tout un épisode pour introduire un sort qui, à son essence, est juste un sort ultra destructeur qui détruit tout ce qui passe devant lui, qui est pas non plus ultra poussé comme délire. Par contre, ça, vous ne nous montrez que maintenant. Vous nous présentez pas comment c'est censé marcher avant ou une connerie comme ça. Vous dites maintenant, ouais, les détentrices, les anciennes ou nouvelles détentrices de la baguette ont ce super méga pouvoir de transformer quelqu'un en espèce de surhumain à la con, et elles peuvent le défaire, sauf si les personnes transformées, même si c'est par cette personne-là, ont juré allégeance à quelqu'un d'autre. Allez vous faire mettre avec vos règles à la con. Et donc ça veut dire que ça signifie rien.
Que dalle, puisque les gens qui attaquent au bout du compte, ils suivent plus du tout Moon, et ça revient exactement au même que si Moon n'avait pas été une traîtresse. Mais ça a créé du drame à la con. Putain de merde, je déteste ça, quoi. C'était affligeant, ce truc. Sinon, et j'en ai pas parlé, mais dans cet épisode en question, il y a un flashback sur Mina, où on voit sa découverte, sa rencontre avec Solaria. On montre vraiment que c'était une princesse sauvage qui luttait contre tout le monde. Voilà, on avait montré ça rapidement à quelques moments sur les tapisseries, ce genre de conneries. Voilà, ça le montre bien, et apparemment elle a été inspirée par ses paroles. On montre 2-3 minutes comme ça d'épisode, histoire de dire que voilà, c'est ça qui la pousse. Si c'est censé la rendre plus complexe, ben c'est pas réussi, hein. Le personnage de Mina, c'est juste une folle portée par une idéologie intransigeante contre laquelle il faut lutter. Et étant donné qu'on donne du pouvoir à ce genre de personnes, ben ouais. Et c'est ça qui rend la chose parfaitement emmerdante pour moi aussi par rapport au fait que les autres la suivent, quoi. C'est que les autres ont jamais été aussi intransigeants, aussi tarés dans ce qu'ils voulaient. Pourtant, ils sont totalement derrière elle pour détruire tous les monstres comme ça, sans sommation. On ne suit plus la reine qui nous a accueillis, qui nous a aidés dans ces temps graves. Putain de merde, c'était complètement con ça. Et voilà, le personnage de Mina en soi, il est pas subtil. Il est très direct, carré dans son approche, quoi. Oui, il faut détruire tous les monstres parce que c'est pas bien ces trucs-là, voilà. Et les choses qu'on a mis en place sur elle avant les quelques épisodes où on essayait un peu de parler d'elle, sa situation, n'ont absolument aucun impact, n'appuient rien de particulièrement fort sur elle. Et au bout du compte, c'est juste la dernière menace à la con, avec un passé à peine survolé, qui... voilà, quoi, c'est une menace. Une menace qui fait légèrement son effet, mais qui vole pas très haut. J'arrive pas à croire, il y a vraiment des gens, une personne qui a trouvé que maintenant qu'on en sait plus sur Mina, ce qu'on voit d'elle au début, ça représente quelque chose de super fort, ça aide à l'étoffer grandement, ce que je trouve pas une seule putain de seconde. Hein. Voilà, hein, on aurait pu avoir pire comme méchante, mais on aurait pu avoir largement mieux comme dernier méchant de fin. Hein. En tout cas, ouais, y a Mina qui finit par prendre le contrôle de tout. Ils sont sauvés in extremis d'être tués, notre groupe, par Ekapu qui intervient pour les aider. Et dans le second demi-segment, les amène à la taverne at the end of the multiverse. Une référence ultra évidente au dernier pub avant la fin du monde, si je me souviens bien du titre. J'ai pas vu ce film encore. Voilà, pour dire, voilà, on se pose là en attendant que ça se tasse maintenant, hein. C'est pas grave, on peut plus rien faire. Et les autres se disent, non, hein, peut-être toi et Capou, mais nous, on va peut-être faire autre chose. Il y a quelques conversations entre Eclipsa et Moon, où donc il y a certaines révélations qui sont faites à la con. À nouveau, la fameuse révélation comme quoi c'est Moon qui a donné cette idée à Rombulus de libérer Globgar. Ridicule, je vois pas du tout ce que ça porte, ça. Oui, Stark qui est fâché contre sa mère pour du drame à la con. Et au bout du compte, Stark qui en a marre de cette situation, elle en a marre de la magie. C'est pas trop tôt, hein. Je pense que beaucoup de gens en auraient marre de la magie avec toutes les merdes qui sont tombées. Et elle se dit, tiens, je vais détruire la magie. Je trouve un moyen de détruire la magie complètement. Et c'est là qu'il y a Glossaric qui est dans le coin, histoire de dire, et qui va avoir enfin un début d'importance durant toute cette saison. Bon, durant toutes les saisons 3-4, hein, c'est la seule fois qu'il va avoir un début d'importance, j'ai le sentiment. Où, voilà, elle lui montre un petit peu dans sa tête, hein, elle se rend dans sa tête via un truc bien dégueulasse où elle entre dans son œil. Très très marrant ça aussi, où donc elle voit le futur, sa future tapisserie à elle, si elle va jusqu'au bout de ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle sera fièrement là, ayant détruit la magie, en ayant amené la paix, seulement Marco ne sera plus là. Oh non, il faut que je décide entre mon amour et la solution qui arrangerait tout, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'en ai tellement rien à foutre de ce couple, la façon complètement ridicule et insultante avec laquelle vous avez joué au yo-yo avec, donc ça n'a pas autant de poids que ça devrait, je suis désolé, hein. Vraiment pas. Parce que voilà, Glossaric dit que si tu détruis toute la magie via le truc que tu as prévu de faire, je vais en parler un petit peu de ça dans 30 secondes, et ben je mourrai aussi parce que je suis la magie, un truc comme ça, et ouais, tout le monde rentrera un peu chez lui, dont Marco.
Même si d'autres fois, lorsqu'il y avait des trucs magiques, on était transporté ailleurs, mais là non, quoi. Donc tu seras victorieuse, mais tu pourras plus revoir Marco, puisque vos mondes seront séparés jusqu'au bout. Et ça se termine sur elle, qui revient de l'œil de Glossaric, pour dire, ok, je vais détruire la magie. Je suis prêt à sacrifier ça pour le plus grand bien. Ce qui est assez fort en soi. Si, à nouveau, j'en ai quelque chose à foutre de leur relation amoureuse maintenant. Et ouais, la façon dont elle compte le faire, c'est dit rapidement. On n'a jamais donné de truc précis à comment c'est censé marcher. C'est de se rendre donc dans la dimension de la magie. Donc on va revoir Tom, j'espère bien quand même à ce moment-là. Et de faire en sorte d'utiliser cette espèce de murmure qu'elle a utilisé à 2 reprises pour détruire sa baguette avant, pour détruire le monde entier. Parce que ça marche comme ça maintenant. Je croyais que ça marchait à coup de poney magique, mais apparemment ça marche pour tout, quoi. Ça détruit tout, cette espèce de super méga murmure qu'elle connaissait sans qu'on explique particulièrement pourquoi. Au passage, hein, quand j'y pense, la saison 1. Mais bon, hein, si c'était juste pour détruire sa baguette, je veux dire ok, mais si c'est pour détruire toute forme de magie comme ça, et ce genre de murmure à la con super puissant, donc c'est dingue, quoi. Qu'elle ait appris ça alors qu'elle était pas du tout studieuse avant, elle connaissait ce truc-là, quoi. C'est quand même fort, hein, quand on y pense. Enfin, c'est une espèce de règle à la con, une fois de plus, qu'on nous balance comme ça. Oui, ça peut se faire, bien sûr. Un peu scénaristique. Alors, je me suis plaint pas mal de ce conflit de fin, parce que je vous cache pas qu'il est pas super intéressant, et je suis beaucoup plus intéressé par ce qui se passe durant les 14 premiers épisodes, c'est-à-dire comment on doit gérer cette situation sociale, comment on doit jongler avec ces monstres qui doivent reprendre leur place, les humains qui le vivent mal, comment on doit réussir à créer cette acceptation d'une nouvelle situation, d'une nouvelle société. C'est très bien fichu, ça. Cette partie-là où il faut qu'on montre qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas prêt à l'accepter jusqu'au bout pour foutre la merde. Bon, ça rentre dans le thème, mais disons que c'est pas super subtil. Et on perd pas mal de temps, honnêtement, dans cette accumulation de demi-épisodes qui s'enchaînent comme ça avec la même histoire, alors qu'on aurait pu faire un épisode de moins pour raconter la même chose, quoi. Ce délire sur Janna qui doit faire tourner les gens en bourrique, Moon qui est une traîtresse pour une raison stupide. Vraiment, c'est débile, ça. Énormément de détails comme ça qui me semblent très superflus. On aurait pu facilement se débarrasser de ces petits détails. Cela étant, c'était pas non plus mauvais, quoi. Le conflit en termes d'action était bien rendu. La menace Mina, à défaut d'avoir une grande complexité psychologique en termes de visuel, de force de frappe, ça envoie du pâté, c'est sûr. Et oui, on craint pour nos personnages sur ce qu'ils doivent faire, cette décision que prend Star. Bon, ça a pas autant de poids parce que voilà, j'en ai plus grand chose à foutre de sa relation avec Marco, mais c'est quand même assez fortiche, quoi, cette décision qu'elle doit prendre, la signification que ça a et jusqu'où elle est prête à aller. Il y a beaucoup de trucs qui passent très bien dans cette configuration et tout ce que j'espère, c'est que ça sache bien jongler avec ce qu'on a mis en place pour amener une conclusion satisfaisante et un épilogue pas trop expédié, même si j'ai un peu peur pour ça. Ou alors ça va être la résolution du combat qui sera expédiée, on aura une bonne conclusion. Ou bien ça va me faire chier parce qu'apparemment énormément de gens ont détesté l'épisode final de la série. Mais genre énormément de gens. Car même les fans de la série trouvent que c'est une insulte. Beaucoup de gens trouvent que c'est ultra raté. Alors que moi qui suis pas ultra fan de la série, ça laisse pas présager grand chose de bon. Mais à nouveau, si ça se trouve, ça va être une connerie de pleureuse. Excusez-moi l'expression, mais vraiment c'est une connerie de pleureuse si c'est ce que je pense que c'est. Ou ils vont pas être contents que Marco et Star finissent dans leur coin et ne puissent pas être ensemble à la fin. Ce qui serait pour moi assez couillu s'ils osaient faire ça, au bout du compte, aller jusqu'au bout de l'idée. C'est ce que j'espère, ce serait une note douce amère de fin qui aurait sa place, sa force.
Faut voir. Après, quel rôle va jouer Tom aussi? Parce que, à nouveau, il se trouve dans ce monde-là, lui aussi. Et maintenant qu'on l'a totalement négligé, peut-être qu'il va avoir un rôle important à jouer. Sait-on jamais? Peut-être même pivot dans cette résolution. C'est tout ce que j'espère là aussi. Ce sera peut-être bien foutu. Ça, faut voir, faut voir. Beaucoup de choses qui peuvent bien se faire. Hein, le caractère du méchant principal n'est pas sensationnel, mais sa menace est réelle, ça le fait. Et si c'est bien géré par la fin, bah, ça peut valoir quelque chose de bien. Si c'est bien géré, une fois de plus, je dû le dire des tas et des tas de fois. En tous les cas, voilà, cette saison 4 a moins de moments irritants et gavants que les saisons précédentes. Ça n'empêche pas qu'elle en a pas mal. Mais donc, disons que il y a un ratio d'épisodes nuls, épisodes sympathiques, beaucoup plus acceptable dans l'absolu que dans les saisons précédentes pour moi. Voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps devant énormément de ces épisodes. On a toujours les pertes de temps chiantes, nos personnages qui emmerdent le monde pour rien, qui sont des gimmicks sans intérêt, quelques régressions, c'est évident. Mais le thème, l'univers qu'on crée, cette espèce de progression qu'on essaie de mettre en place sur l'acceptation des monstres, qui a été déjà un petit peu instauré avant, mais là on est vraiment à fond dans le bain, c'était satisfaisant à voir sur de nombreux points. Des choses vont trop vite, c'est sûr, mais c'est pas nouveau. Et il y a pas mal de trucs qui valent vraiment le coup, qui sont intéressants à analyser. Voilà, c'est plus que ce que je peux en dire sur les saisons précédentes, où ça effleure des bonnes idées, mais ça les atteint jamais réellement. Là, ça atteint la bonne idée, et à plusieurs moments, j'ai été un peu pris dans les illustrations qu'on veut en faire. Et ouais, j'apprécie cette direction que ça prend. Ça aurait été mieux avec une intro plus réfléchie qui colle mieux donc à ce nouveau statu quo, c'est dommage, mais sans jamais, peut-être que l'épisode 21 va me surprendre et qu'il va faire ça. Sa petite intro spéciale, son petit générique spécial de fin. J'y crois pas trop. En tout cas, voilà. Il reste plus qu'à parler de l'épisode 21 en live. Ce sera pour le lundi 6 avril à 20h. Venez nombreux. J'espère que ça m'énervera pas trop, mais faut pas trop se faire d'illusions, j'ai l'impression. Merci d'avoir suivi. À bientôt.